Zoé avait environ 5 ans quand cette histoire lui est arrivée, au début des années 80. Elle avait 4 amis, tous plus âgés qu'elle d'environ 2 ans. On la connaissait déjà comme une fonceuse. Elle relevait tous les défis, peu importe leur danger, même à cet âge-là. Un jour, elle jouait avec ses amis, et ils ont décidé d'aller explorer une forêt de bouleaux non loin de chez elle, juste de l'autre côté de la route. On disait que cet endroit était hanté, mais ils y sont allés quand même. C'était juste avant le soir, et le ciel était gris. À mesure qu'ils approchaient de la forêt, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, presque oppressante. On disait que les arbres de cette forêt étaient morts, et les habitants du coin l'évitaient généralement. Quand les 5 enfants ont mis les pieds dans la forêt, le malaise s'est intensifié. Mais ils ont continué d'avancer, jusqu'à tomber sur un vieux camion abandonné, caché parmi les arbres. Juste à côté, ils ont trouvé quelques planches de bois, s'y sont installés, et ont commencé à se raconter des histoires qui font peur. L'une de ses amies, appelons-la Anna, a alors parlé d'une mystérieuse dame en rouge, que certains prenaient pour une sorcière, vivant à quelques rues de là. Le plus troublant, c'était que cette soi-disant sorcière était encore en vie, et personne n'avait envie de lui chercher des ennuis. À un moment, alors qu'ils échangeaient leurs histoires de fantômes, une bourrasque est venue balayer les arbres, rendant l'ambiance encore plus angoissante. Zoé s'est retournée, et c'est là qu'elle l'a vu. Un châle rouge, ou une robe, elle ne savait pas trop, flottait dans les airs, tout près d'un bouleau. Et elle avançait dans leur direction. Ils ont tous détalé. Zoé, plus jeune que les autres, a eu du mal à suivre. Ses amis pouvaient être un peu cruels parfois. Ils passaient leur temps à lui faire prouver qu'elle était aussi courageuse qu'eux. Cette fois encore, ils l'avaient laissée derrière sans hésiter. Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. Elle a osé se retourner. Et la robe était toujours là, rouge vif, presque propre, ce qui paraissait étrange dans un endroit pareil. Et elle continuait d'avancer vers elle. Alors Zoé a tout donné. Elle a couru, les poumons en feu, jusqu'à atteindre sa maison. Elle avait la certitude que la dame en rouge était encore derrière elle. Elle n'a jamais rien dit à ses parents. Mais cette question l'a hantée pendant longtemps. Qu'est-ce que c'était, au juste? Une robe flottante? Un fantôme? Ou quelque chose de pire? Elle pense peut-être avoir un début de réponse. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est qu'il y avait toujours des cris terrifiants qui provenaient d'un manoir situé près de la maison de l'une de ses amies. Sauf que ce manoir n'en était pas vraiment un. Il s'agissait soi-disant d'un hôpital psychiatrique, entouré de clôtures électriques. Il semblait abandonné. Les habitants racontaient que la femme qui hurlait était grecque, une patiente folle. Mais Zoé a toujours eu des doutes. Cet asile était bien trop proche des habitations normales. Et il ne s'y passait jamais rien. Aucun véhicule, aucun visiteur. Toutes les fenêtres étaient fermées. Alors qui sait, peut-être que cette pauvre femme était torturée par un malade, et que ça avait déclenché quelque chose. Peut-être que c'est à cause de ça qu'ils ont vu la dame en rouge. Dans le quartier, certains murmuraient des histoires de magie noire, de meurtres liés à la drogue, ou de fous cachés dans la maison. Zoé espère juste que, quoi que c'était ce soir-là, ce n'était pas réel. Et surtout, elle espère que ça ne la suit pas encore aujourd'hui. Diana a vécu aux États-Unis, dans le Massachusetts, et cette expérience compte parmi les raisons pour lesquelles elle est devenue accro aux histoires d'horreur. Le paranormal l'a suivie tout au long de son enfance. Tout ce qu'elle raconte est vrai, et elle s'en souvient exactement comme cela s'est produit. Elle ne garde que peu de souvenirs de son enfance, mais celui-ci ne l'a jamais quittée. Elle pense que, de manière générale, personne ne se souvient vraiment de la période où l'on est bébé. Ça ressemble plutôt à une longue étendue de néant. Entre sa naissance et ses 2 ans, sa famille et elle ont vécu dans le sous-sol de la maison d'un inconnu. Il dormait sur un matelas posé au sol, avec 2 armoires et quelques meubles épars dans une petite pièce poussiéreuse. Ses parents immigrés avaient commencé leur vie avec très peu. Les souvenirs qu'elle a de cette époque partagent tous une atmosphère étrange. Elle se souvenait plus ou moins de la disposition de la pièce. Mais surtout, elle n'a jamais oublié ce qui se passait chaque nuit. Ses parents, aimants et protecteurs, installaient sa sœur et elle sur le matelas pour dormir, puis prenaient le sol. Une fois la lumière éteinte, tout le monde finissait par s'endormir. Mais Diana se réveillait en pleine nuit et voyait de grandes mains blanches, semblables à celles d'un mime, essayer d'attirer son attention. L'une des armoires se trouvait juste à côté du matelas. Les mains sortaient d'en dessous. Elle traçait des formes dans l'air, faisait des gestes. Parfois, elle avait essayé de les attraper, mais elle n'était qu'un bébé,
Alors elle n'allait pas bien loin avant que sa mère la ramène contre elle et ne la rendorme. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Elle se rappelait ses mains avec une précision troublante. Elles avaient été normales dans leur forme, mais malgré tout, étranges. Et ce qui l'avait le plus dérangée, c'était qu'elle n'avait jamais su à quoi ses mains étaient reliées. Au bout de 2 ans, la famille a quitté ce sous-sol pour de bon. Ils ont emménagé dans une belle maison, et tous les souvenirs liés aux mains ont disparu de son esprit, jusqu'à ses 14 ans. Jusque-là, Diana avait toujours cru que ce souvenir n'était qu'un fruit de son imagination, l'esprit d'un bébé trop créatif, emporté dans ses délires. Un jour, alors qu'elle parlait avec sa grande sœur de leur ancienne maison et de leurs souvenirs d'enfance, sa sœur lui a posé une question. Elle lui a demandé si elle se souvenait de mains qui se tendaient pour essayer de les attraper, des mains qui sortaient de sous l'armoire. Le corps de Diana s'est figé, ses yeux se sont agrandis, elle a senti la peur la submerger. Tout un flot de souvenirs désagréables qu'elle avait tenté d'enfouir est remonté à la surface. Elle se disait, comment a-t-elle pu les voir elle aussi? Je croyais que ce n'était pas réel. Elle lui a tout raconté, et elles sont tombées d'accord sur un point. C'était inquiétant et extrêmement bizarre. Est-ce que leur ancienne maison était hantée? Est-ce que ses mains les suivaient encore aujourd'hui? Diana fait des recherches approfondies, et elle a découvert que de nombreuses personnes ont vécu quelque chose de semblable. Sauf que dans leur cas, les mains étaient vertes ou noires. Cette histoire n'est pas celle d'Esteban, mais celle de son grand-père. L'incident s'est produit à Tijuana, au Mexique, à la fin des années 70, quand son grand-père était encore adolescent. Un soir, il a décidé d'aller seul au cinéma. Il est arrivé sur place, il a acheté son billet, puis s'est installé dans la salle. Pendant qu'il regardait le film, sans raison particulière, il a eu envie de jeter un coup d'œil autour de lui. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué une femme assise non loin de lui. Ils se sont regardés un instant, et la femme s'est levée pour venir s'asseoir juste à côté de lui. Ils se sont tenus la main, puis entraînés par cette atmosphère étrange, ils ont commencé à s'embrasser. Il a alors remarqué que la femme était anormalement froide. Il lui a donné sa veste par gentillesse, et bientôt, le film s'est terminé. Ils avaient prévu d'aller dans un bar en face du cinéma, mais il lui a dit qu'elle devait d'abord aller aux toilettes. Elle lui a demandé de l'attendre devant la porte, lui a rendu sa veste, puis lui a donné une bague. Elle lui a confié qu'en réalité, elle était sans domicile fixe. Le grand-père d'Esteban a été un peu surpris, mais il n'y a pas trop réfléchi et il a accepté d'attendre devant les toilettes, comme elle le lui avait demandé. Mais 5 minutes sont passées, et il n'était toujours pas sorti. Il a vu toutes les autres femmes sortir des toilettes, sauf elle. 10 minutes plus tard, elle ne s'était toujours pas montrée. Il est allé voir le gérant du cinéma, pour lui demander s'il avait vu une femme correspondant à sa description entrer dans les toilettes. Le gérant lui a assuré qu'il n'avait vu personne correspondant à ce profil. Mais le grand-père d'Esteban a insisté pour qu'il aille vérifier. Le gérant est donc allé voir. Et la femme n'était pas là. Le grand-père d'Esteban a failli abandonner les recherches. Mais il s'est rappelé qu'au cours de leur conversation, la femme avait dit qu'elle travaillait justement dans le bar où il comptait aller. Il a quitté le cinéma, il s'est dirigé vers le bar, puis a allumé une cigarette en observant les lieux. Il a croisé le barman et lui a parlé de la femme. Mais celui-ci lui a répondu qu'il ne connaissait personne comme elle et qu'il allait demander au patron. Quelques minutes plus tard, le patron s'est approché du grand-père d'Esteban pour lui demander qui il cherchait. Il a de nouveau décrit la femme. Et soudain, le visage du patron a changé. Son expression est devenue grave. Il a regardé le grand-père comme s'il était fou. Il a alors sorti la bague pour lui montrer. Et là, le patron a pâli. Il lui a dit que ce n'était pas possible. Le grand-père d'Esteban lui a demandé ce qu'il voulait dire. Le patron lui a répondu que la femme qu'il décrivait avait été assassinée 1 an plus tôt. Le grand-père a quitté le bar sous le choc et il est rentré chez lui. Il n'a jamais oublié ce moment. Parfois, il doute. Il se dit que le patron a pu confondre avec une autre femme. Mais ensuite, il se souvient de la bague. Ce n'était pas une autre femme. Il ignore s'il a rencontré un esprit, un double ou quelque chose d'autre. Mais ce qu'il sait, c'est que cette fille, ce soir-là, n'était pas humaine. Il y a une chose à laquelle il pense encore souvent, la froideur glaçante de sa peau.
Cette histoire s'est produite quand Lina était étudiante à l'université. Un jour, elle a décidé de dormir chez une amie. Après avoir mangé des plats livrés et bavardé un bon moment, elles se sont allongées pour dormir. Mais soudain, Lina a entendu un bruit étrange, une percussion en bois, comme celle qu'on utilise dans les temples bouddhistes coréens. Cependant, comme sa famille et elle étaient des bouddhistes pratiquants, elle a simplement souri et s'est rendormie, pensant qu'il s'agissait d'une hallucination. Environ un mois plus tard, elle a retrouvé son amie dans un café près de chez elle, et elle a lancé une blague. « Hé, tu avais mis une chaîne bouddhiste ce soir-là ? Parce que j'ai entendu un drôle de bruit en bois pendant toute la nuit. » Mais son amie a tout de suite changé d'expression. Elle est devenue très sérieuse et lui a demandé si elle l'avait vraiment entendu. Puis, tremblante, elle a appelé sa mère. « Maman, mon amie l'a entendu aussi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Lina, complètement perdue, a demandé ce qui se passait. Et son amie s'est mise à pleurer. Elle lui a expliqué que depuis qu'elle habitait dans cette maison, elle avait des paralysies du sommeil. Pas une fois ou deux, mais tous les jours, depuis 5 mois. Elle n'en pouvait plus. Puis elle lui a avoué qu'elle logeait actuellement dans un motel pas très loin. Au début, tout allait bien. Mais même là-bas, les paralysies ont recommencé et elles sont devenues de plus en plus fréquentes. Lina était choquée. Pour la rassurer, elle lui a dit de faire un sac tout de suite et de venir chez elle. Mais son amie a fondu en larmes et a dit qu'elle avait trop peur de retourner là-bas seule. Elle lui a demandé de l'accompagner, alors elles ont pris un taxi jusqu'à l'appartement. Mais dès que Lina a franchi la porte, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a eu les larmes aux yeux. C'était évident, il se passait quelque chose. Dès qu'elle a ouvert la porte, une odeur d'eau stagnante l'a prise à la gorge. Son amie avait un poisson rouge à l'époque, mais l'aquarium était vide, pas une seule goutte d'eau. Le poisson, complètement desséché, gisait au fond du bocal. Elles ont fui l'appartement en courant, sans même penser à récupérer ses affaires. Elles ne sont pas rentrées chez Lina tout de suite. Elles ont erré dans les rues bondées pendant des heures, cherchant inconsciemment un peu de sécurité. Quand elles sont enfin revenues chez Lina, elles se sont assises sur son lit, sans parler, essayant de comprendre ce qu'elles allaient faire. Puis elles se sont endormies. Le lendemain matin, Lina s'est réveillée avec plusieurs appels manqués de sa mère. Quand elle l'a rappelée, sa mère lui a demandé si elle était actuellement avec quelqu'un. Lina, presque en larmes, lui a demandé pourquoi cette question. Sa mère lui a alors raconté un rêve qu'elle avait fait cette nuit-là. Elle avait vu un homme très grand, très maigre, avec de grands yeux anormalement ouverts, vêtu de noir, qui regardait fixement par la fenêtre de Lina. Il murmurait, encore et encore, « Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» Dans le rêve, sa mère avait couru vers lui en criant, lui demandant ce qu'il faisait là. Et elle s'était réveillée en sursaut. Lina lui a tout raconté, l'appartement, le bruit, le poisson, les paralysies. Et sa mère lui a dit de ne plus jamais y retourner. Son amie restait chez elle pendant environ 1 mois. Un jour, l'une des parentes de sa mère, qui était chamane, a entendu parler de ce qui se passait. Elle s'est mise en colère en apprenant ce que vivait sa fille, puis lui a conseillé de rester proche de Lina. Lina a fini par se demander si l'appartement n'était pas hanté. Peut-être que ce quelque chose ne pouvait pas entrer chez elle, à cause du sel cérémoniel que sa mère avait dispersé dans leur logement avant leur emménagement. Et puis, un de ses oncles était moine. Il était déjà venu prier chez eux en son absence. Peut-être que cela les avait protégés. Plus tard, son amie lui a appris qu'elle avait fini par déménager, et que le propriétaire avait accepté sa demande sans discuter. Lina s'est alors dit que ces appartements à bas prix, c'est rarement sans raison. Et heureusement, son amie va beaucoup mieux depuis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça, vous aussi? Bien sûr, je peux vous dire que je suis une personne tout à fait normale. Mais pourtant, j'ai l'impression que j'ai été une psychopathe quand j'étais très jeune. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, ce sont bien mes souvenirs. Laissez-moi vous raconter quelques-uns de mes souvenirs d'enfance pour que vous compreniez mieux. Je vais commencer doucement. D'après ma mère, quand j'étais petite, je ramassais souvent des vers de terre par terre. Je les ramenais à la maison et je les découpais en plusieurs morceaux avec une petite pelle. Le deuxième souvenir, je m'en rappelle à peine. Mais après m'être disputée avec ma sœur, je n'arrivais jamais à contrôler ma colère. Alors je me promenais avec un cutter, en faisant volontairement claquer la lame de haut en bas pour produire ce bruit métallique. Le troisième souvenir, c'était à l'époque où je venais tout juste d'apprendre à marcher. Je suis allée toute joyeuse saluer ma deuxième sœur. Ça aussi, c'est ce que ma mère m'avait raconté. Elle m'a dit que quand j'étais petite, j'adorais particulièrement les couteaux. Je ne sais pas pourquoi. Quatrième souvenir. Un jour, ma mère est allée prendre une douche, me laissant seule dans le salon.
J'étais toute petite à l'époque. Je regardais la télé, et il y avait une scène où un médecin opérait quelqu'un. Je crois que j'ai eu envie de l'imiter, de faire les mêmes gestes que lui. Alors j'ai pris un couteau, et je me suis légèrement planté la lame dans le ventre. Ma mère est sortie de la salle de bain à ce moment-là, et bien sûr, elle m'a immédiatement emmenée aux urgences. J'ai gardé une petite cicatrice sur le ventre jusqu'à l'école primaire, ce qui prouve que cette histoire est bien vraie. 5e souvenir. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé un vieil album photo dans une armoire. Les photos étaient principalement de moi et de ma mère. Mais certaines photos de ma mère étaient étranges, comme si quelqu'un avait volontairement crevé ses yeux sur les clichés. Je lui ai demandé « Hé maman, pourquoi les photos sont comme ça ?» Elle m'a répondu « Quand tu étais enfant, tu te mettais en colère et tu perçais toujours mes yeux sur toutes les photos de moi, à chaque dispute. » Sur ces photos, ma mère souriait joliment. Elle était jeune. Et moi, j'avais tout gâché. Je me suis sentie affreusement coupable. En racontant tout ça, je me dis que j'étais peut-être vraiment folle, sérieusement. Mais en discutant avec ma mère, j'avais du mal à croire que j'avais réellement fait tout ça. Et maintenant, voici le dernier souvenir, celui qui m'a poussée à tout écrire. Parce que c'est le seul dont je suis la seule à me rappeler, et que ma mère ne connaîtra jamais. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais en primaire à l'époque. Un jour, vers 15h, ma mère est rentrée du travail et s'est endormie sur le canapé. Et moi, comme une folle sortie d'un film, je suis allée chercher un grand couteau dans la cuisine. Je me suis approchée lentement d'elle. Je me suis postée juste devant le canapé. Et je l'ai fixé pendant longtemps, sans bouger. À ce moment-là, j'avais l'impression que c'était bien moi qui faisais ça, mais aussi que ce n'était pas vraiment moi. Et puis elle a bougé un peu, comme si elle allait se réveiller. Surprise, j'ai vite reposé le couteau dans la cuisine. Cette histoire, je ne pourrai jamais la lui raconter, peu importe le temps qui passe. Ça donne la chair de poule, non? Mais il y a pire. Il n'y a pas longtemps, ma mère m'a raconté une histoire de son enfance, avec ma grand-mère. Et devinez quoi? Quand elle était petite, elle s'est une fois tenue derrière sa propre mère, avec un couteau à la main, comme moi. Et quand ma grand-mère s'est retournée et lui a demandé ce qu'elle faisait là, ma mère avait retrouvé ses esprits, et elle avait reposé le couteau dans la cuisine. Vous voyez, c'est exactement la même histoire. Évidemment, elle ne saura jamais ce que j'ai fait ce jour-là. Elle m'a raconté ça sans se douter de rien. Mais franchement, vous ne trouvez pas ça terrifiant, vous? Je me demande parfois, est-ce que ce genre de tempérament, ce goût du danger ou de la folie, ça peut être héréditaire? Julien emménageait avec sa famille dans un appartement il y a quelques années. Le nouveau logement lui semblait un peu sombre, et même en plein été, il y faisait encore froid. Juste après l'emménagement, ses parents ont commencé à se comporter étrangement. Un jour, alors qu'ils étaient dans le salon à regarder la télévision, quelque chose lui a semblé anormal. Son père a éclaté de rire, la bouche et les yeux grands ouverts, d'un rire creux, mécanique et sans émotion. Sa mère, elle, a gloussé de manière incontrôlable, presque délirante. À cette époque, Julien était encore très jeune, et il a cru qu'il s'agissait d'un jeu d'adulte. Alors il les a imités. Un autre jour, il les a entendus discuter, allongés sur la table de la cuisine. On y va maintenant? Non, plus tard. Non, il faut qu'on y aille maintenant. Des échanges absurdes, répétés en boucle. Pris de peur, Julien a décidé d'essayer un genre de rituel d'exorcisme populaire dans son école primaire. Il suffisait de crier « Dégage, Ulala !» 3 fois avant de se coucher. C'était enfantin, mais il l'a fait plusieurs fois, pour se rassurer. Un soir, après avoir répété le rituel, il s'est couché. Dès qu'il a éteint la lumière et posé la tête sur l'oreiller, ses parents sont entrés dans sa chambre. Il a immédiatement senti que quelque chose clochait. Terrorisé, il s'est réfugié sous la couette en cachant son visage. Ses parents se sont assis l'un après l'autre au bord du lit. Son père s'est glissé dans l'étroite ouverture entre le lit et la porte du balcon, puis lui a chuchoté à l'oreille. « Qu'est-ce que c'était? Pourquoi t'as fait ça ?» Il a répété cette phrase encore et encore. Julien, pétrifié, a fait semblant de dormir. Bien plus tard, il a entendu la porte s'ouvrir. Il a entrouvert les yeux pour voir si ses parents étaient partis, et il a vu sa mère. Elle était agenouillée sur son bureau, et lui a souri. Un sourire figé, trop large. Il a hurlé, a bondi hors du lit et a couru hors de l'appartement, seul, en pleine nuit. Il a couru longtemps, à bout de souffle, jusqu'à s'évanouir sur la route. Des policiers l'ont retrouvé peu après. Grâce à l'aide de leurs proches, sa famille a pu déménager dans un autre appartement.
Une nuit, alors qu'il dormait, Mathieu a fait un cauchemar. Quand il a compris qu'il était en train de faire une paralysie du sommeil, il a rassemblé toutes ses forces pour murmurer à sa femme de l'aider, difficilement. Sa femme a immédiatement accouru, depuis sa droite, en lui demandant d'un ton paniqué si tout allait bien. D'une voix tremblante, il lui a répondu de lui prendre la main. Mais à ce moment précis, la porte à sa gauche s'est ouverte brutalement. Et il l'a vue. Sa véritable femme, courant vers lui, paniquée. Elle lui a saisi la main, s'est penchée vers lui et lui a demandé s'il allait bien. Un doute terrible s'est alors emparé de lui. Il a tourné la tête, lentement, vers la droite. Et la femme qui s'y trouvait n'était pas sa femme. Elle le fixait, debout près du lit, et elle a commencé à danser d'un air grotesque, comme si elle était surexcitée. Elle sautillait sur place en remuant les bras, son visage figé dans une expression folle. Sa vraie femme a allumé la lumière. Et dès que la pièce s'est illuminée, l'autre a disparu. Volatilisée. Qui était cette femme ? Une nuit, Élise était en train de préparer ses vêtements pour un rendez-vous prévu le lendemain. Elle a choisi quelques tenues et les a essayées devant le miroir, quand elle a soudainement entendu un bruit étrange près de la fenêtre. Un son sec, rapide, comme un claquement de langue. Et lorsqu'elle s'est retournée, elle l'a vue. Une femme, le visage écrasé contre la moustiquaire, riant en la fixant à travers la vitre. Un rictus tendu, les yeux écarquillés. Élise a reculé en tremblant, a éteint la lumière d'un geste paniqué, puis a couru réveiller son père, qui dormait dans la chambre voisine. Quand ils sont revenus ensemble quelques secondes plus tard, la femme avait disparu. Mais le plus inquiétant, c'était l'emplacement de leur maison. Elle se trouvait de l'autre côté du lotissement, avec un jardin entièrement clôturé. Aucune entrée facile, aucune ruelle derrière. Comment cette femme avait-elle pu se trouver là, juste devant la fenêtre d'Élise ? Était-elle humaine ou quelque chose d'autre ? Cette histoire nous vient d'Anna. C'est une histoire qui lui est arrivée il y a longtemps, mais qui l'a beaucoup marquée. C'est elle qui a éveillé sa fascination pour les fantômes et le surnaturel. À l'époque, Anna était encore à l'école primaire. Elle a rendu visite à ses grands-parents avec sa grande sœur et sa mère. Beaucoup d'oncles, de tantes et de cousins étaient déjà sur place. Et comme la maison était pleine, elles ont dormi à l'étage. L'incident a eu lieu dans la chambre bleue, là où elle avait dormi avec sa mère. On l'a toujours appelée ainsi parce que tout dans cette pièce était bleu. Les rideaux, les murs, les draps, tout. Un matin, vers 5 heures, Anna s'est réveillée sans raison apparente. Un frisson l'a parcourue, comme si une présence étrange flottait dans la pièce. Elle s'est tournée vers sa mère, allongée à sa gauche. Et ce qu'elle a vu l'a beaucoup surprise. Juste au-dessus du visage de sa mère, une petite lumière blanche flottait dans l'air. Elle se trouvait à quelques centimètres à peine de sa peau. Au début, Anna a cru qu'elle scintillait, mais elle s'est rapidement rendue compte que la lumière tournait simplement très vite en cercle, ce qui donnait cette illusion des clignotements. Comme toute enfant curieuse, Anna a eu envie de tendre la main pour la toucher. Mais quelque chose l'en a empêchée. C'était comme si une voix intérieure lui avait soufflé de rester immobile. C'est alors que sa mère a laissé échapper un léger gémissement et a ouvert les yeux. La lumière s'est aussitôt figée, juste en face de son visage. Toutes deux sont restées allongées, figées, à la regarder, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sa mère s'est ensuite tournée vers Anna, l'air choquée, comme si elle ne s'attendait pas à la voir éveillée. Elle lui a demandé si elle avait vu cette lumière elle aussi. Et Anna a répondu « Tu veux dire celle qui était juste devant ton visage ?» Sa mère a paniqué, s'est levée et a allumé la lumière de la salle de bain. Elles sont restées là, silencieuses, jusqu'à ce que le jour se lève. Elles ont d'abord cru à une luciole, mais cette lumière n'avait rien à voir avec une luciole. Elles en ont parlé à la famille, et plusieurs membres leur ont confirmé qu'il s'était toujours passé des choses étranges dans la chambre bleue. Des portes qui se ferment toutes seules, des lumières qui s'allument ou s'éteignent sans raison, et plein de petites choses inexplicables. Autrefois, avant que les parents d'Anna n'emménagent, une autre famille avait vécu dans cette maison. Ils avaient perdu leur petit garçon, mort d'une forte fièvre, dans cette même pièce. Des années plus tard, sa mère a raconté sa propre version. Elle s'était réveillée en pensant qu'il faisait déjà jour, tant la lumière était intense à travers ses paupières. Mais en ouvrant les yeux, elle a vu cette petite lumière tout près de son visage. Elle a d'abord cru rêver, jusqu'à ce qu'elle tourne la tête et voit Anna éveillée, la regardant fixement. Et là, elle a compris que tout était réel. Aujourd'hui, Anna a 18 ans.
et elle se demande encore ce qui se serait passé si elle avait touché cette lumière. Une chose est sûre, elles n'ont plus jamais dormi dans la chambre bleue. Maya était chargée du montage sonore et de l'audio dans une station de diffusion. Et ce qu'elle a vécu l'autre jour, elle ne l'oubliera jamais. La salle de montage était souvent sombre et morne, surtout la nuit. Beaucoup de gens disaient y avoir vu des fantômes. Quand on lui avait raconté ça à ses débuts, elle avait simplement ri. Qui croit à ce genre de choses? Mais il a suffi d'une seule nuit pour qu'elle change d'avis. Ce jour-là, les fichiers audio d'un film avaient disparu. Ça arrivait parfois à cause d'une mauvaise manipulation. Évidemment, elle s'est faite sévèrement réprimander par sa supérieure. Alors elle a travaillé jusqu'à l'aube pour rattraper ses erreurs. Le couloir du service de montage était long. Tout au bout, il y avait un petit entrepôt où étaient conservés les films. En principe, seule la personne responsable pouvait y entrer. Mais ce soir-là, Maya a entendu des bruits stridents venant de cette pièce. Et s'est demandé si quelqu'un était encore en train d'y travailler. Pendant qu'elle faisait le montage de l'audio, les sons ont continué. Intriguée, elle s'est levée pour sortir dans le couloir, puis a entrouvert la porte de l'entrepôt. Et là, il y avait quelqu'un dans la pièce. Une femme, les cheveux en bataille, était allongée par terre, plaquée contre le sol, en train de hurler d'une manière grotesque. Et surtout, elle tirait frénétiquement sur les bandes des films pour les détruire. Ce qui l'a le plus terrifié, c'est la vitesse à laquelle cette femme arrachait les bandes. Ce n'était pas humain, c'était anormalement rapide. Et sa posture, elle n'était pas simplement allongée sur le ventre. Elle n'avait littéralement pas de moitié inférieure. Maya s'est enfuie en hurlant comme une folle. Le lendemain matin, elle a raconté tout ça à sa supérieure. Celle-ci l'a écoutée en silence, puis lui a simplement dit peut-être qu'elle cherchait le film dans lequel elle était apparue. Maya n'a pas fermé l'œil de la nuit suivante. Elodie était policière. Elle a vécu une expérience incroyable, mais personne ne l'a cru. Alors elle a décidé de raconter son histoire autrement, en nous la partageant. Un jour, son équipe et elle ont été envoyées en montagne après un signalement concernant un corps sans vie. Pendant que les autres faisaient les premières analyses, Elodie s'est approchée du corps pour l'observer. Il semblait mort depuis peu, et son état était étrangement intact. Elle s'est dit qu'il avait probablement mis fin à ses jours. Mais à cet instant précis, pas encore. Le cadavre l'a fixé, les yeux à moitié ouverts, et elle a clairement vu ses lèvres former ces mots. Elodie a hurlé que l'homme était vivant, qu'elle l'avait vu. Elle a alerté ses collègues, criant encore et encore. Mais elle s'est juste faite réprimander par le chef. Le cœur ne bat plus, ne dérange pas tout le monde avec tes bêtises. Elle s'est sentie humiliée. Mais elle n'arrivait pas à s'en remettre. Elle a appris plus tard que le décès remontait à environ 10 heures avant leur arrivée, et qu'il s'agissait bien d'un suicide. Elodie a fini par en parler à un collègue plus âgé, un peu plus ouvert d'esprit. Il l'a écouté jusqu'au bout, avant de dire simplement « Tu sais, certaines personnes comme toi entendent parfois les derniers mots que les morts n'ont pas eu le temps de dire. » Alexis a entendu cette anecdote bizarre d'un de ses proches. Un matin, il s'est réveillé comme d'habitude. Mais en regardant sa main, il a soudain eu un doute terrifiant. Pourquoi j'ai 5 doigts? Il est où le 6e? L'idée s'est accrochée à lui comme une ombre. Sur le chemin du travail, il n'a pensé qu'à ça. Le soir venu, il était tellement angoissé qu'il a fini par en pleurer en rentrant chez lui. Puis, juste avant de s'endormir, il a eu un moment de lucidité. Ah mais oui, j'ai toujours eu 5 doigts. Quelques jours plus tard, il a posté son histoire sur un forum. La plupart des gens se sont moqués, ou l'ont traité de cinglé. Mais un commentaire l'a profondément marqué. Quelqu'un a écrit « Tu es peut-être au tout début d'une schizophrénie. Et si un jour, tu crois que tu n'as que 4 doigts, tu feras quoi du 5e, celui qui restera ?» Quand il a lu ça, la chair de poule l'a envahi. Léo a vécu un incident effrayant lorsqu'il était étudiant à l'université.
C'était le lendemain d'Halloween, alors qu'il était en première année. Et il se souvient très bien de ce jour. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ce matin-là, il s'est réveillé en retard et a dû se lever en vitesse pour aller en cours de chimie. Il a fait beaucoup de bruit en se préparant, et il est probable qu'il ait dérangé son colocataire en s'agitant dans tous les sens. Aucun bus ne passait à cette heure-là, alors il n'a pas eu d'autre choix que de faire le trajet à pied jusqu'au campus, à une quinzaine de minutes de sa résidence. En marchant dans la rue, il a remarqué que tout était très calme. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants dans les environs, ce qui ne l'étonnait pas vraiment. Après un week-end d'Halloween, ce n'était pas surprenant. En arrivant dans la montée qui menait au campus, il a soudain vu un homme grand et massif, vêtu d'un costume de Ghostface, le tueur du film Scream. Il était planté là, immobile, en train de fixer un vieux sans-abri recroquevillé sous une couverture sur un banc. Léo a été pris de court. Halloween était fini, les cours avaient repris, et il trouvait étrange de croiser quelqu'un déguisé aussitôt le matin. Il ne savait pas trop quoi en penser, surtout qu'il devait se dépêcher s'il voulait être accepté dans le labo. Alors il n'y a pas prêté attention. Mais alors qu'il passait devant eux, quelque chose lui apparut étrange. L'homme au masque Ghostface le regardait fixement, sans bouger, tandis qu'il se dirigeait vers le campus. Il ne le lâchait pas vraiment des yeux, et ce moment lui a paru durer une éternité. Il s'est senti mal à l'aise. Il a eu la sensation que s'il continuait à le regarder, l'homme se mettrait à le suivre. Alors il a préféré accélérer le pas pour rejoindre le labo. Mais après avoir marché un peu, il a senti un frisson lui parcourir le dos. Il s'est retourné, et là, le sans-abri et l'homme masqué avaient disparu. Léo était choqué. Comment ces deux-là avaient-ils pu disparaître aussi vite? Pris de panique, il a couru jusqu'au campus et s'est précipité à l'intérieur, encore secoué par ce qu'il venait de voir. Ce qui était encore plus étrange, c'est que dans les jours qui ont suivi, le sans-abri, qui dormait en temps normal toujours sur ce banc, n'est plus jamais revenu. Certains étudiants lui ont dit qu'il avait été emmené par la police pour trouble à l'ordre public, mais Léo savait que ce n'était pas vrai. Depuis ce jour, cette histoire a toujours gâché son enthousiasme pour Halloween. Même aujourd'hui, des années plus tard, il n'a jamais réussi à l'oublier. Maysa, une jeune femme de 18 ans vivant au Royaume-Uni, habitait dans un quartier plutôt sûr, même s'il y avait parfois quelques cambriolages. Elle est musulmane, ce qui a son importance dans cette histoire. Ce qui lui est arrivé s'est déroulé le 8 novembre 2023, le jour même où elle a écrit ce témoignage. Il était environ 17 heures, et il faisait déjà nuit. Elle regardait Miraculous, un dessin animé qu'elle adorait. Sa famille était au travail, et elle n'avait eu d'autre choix que de rester seule à la maison. Devant chez elle, il y avait une lumière extérieure qui s'allumait dès que quelqu'un approchait de la porte. Un bon moyen de savoir si quelqu'un était là. Elle était assise sur le canapé, attendant le retour de sa famille, quand cette lumière s'est allumée. Prudemment, elle s'est levée pour jeter un œil par la fenêtre. Aucune voiture de ses proches n'était garée devant la maison. La lumière restait allumée, mais personne ne semblait être là. Elle a regardé dehors, sans rien voir de particulier. L'angoisse a commencé à monter. Elle a mis son foulard, puis s'est rassise sur le canapé. Et la lumière s'est rallumée. Elle a jeté un nouveau coup d'œil, et son cœur s'est figé. Quelqu'un était là, en train de sauter par-dessus la clôture des voisins. En voulant s'approcher de la fenêtre, Maysa a tapé contre la vitre sans faire exprès, et l'homme s'est tourné vers elle. Son visage était d'un blanc livide. Il portait une chemise blanche tachée du sang qui coulait de son nez. Il la regardait droit dans les yeux. Ses yeux étaient d'un brun foncé, mais sont devenus rouges sans dès qu'il l'a vue. Maysa est restée figée, paralysée par la peur, incapable de détourner le regard. Elle a filé à l'étage aussi vite qu'elle a pu et a tenté d'envoyer des messages à ses parents. Tous ses frères et sœurs étaient au travail, et elle craignait qu'ils ne répondent pas. Puis elle a entendu des pas lourds dans l'allée, suivis d'un rire glaçant, presque inhumain. C'était lui. Après un long silence, elle s'est arrêtée dans le couloir de l'étage, juste à côté de la salle de bain. Elle s'est tenue près de la porte des toilettes, mais n'a pas pu retenir un éternuement. Elle allait parler quand elle a entendu une voix grave, presque démoniaque, murmurer « À tes souhaits ». Son cœur battait de plus en plus vite. Elle était terrorisée. Elle a verrouillé et fermé toutes les fenêtres et toutes les portes, puis a descendu les escaliers à pas de loup. Soudain, un léger coup a retenti contre la porte d'entrée. Depuis les escaliers, elle l'a vu hurler à travers la fente du courrier. Meurtrière. En tant que femme portant le voile, Maysa avait l'habitude que des gens commentent son apparence, ou la pointe du doigt. Alors elle n'a pas été surprise. Mais ce qu'il a chuchoté ensuite lui a glacé le sang. Enlève-le. Ses lèvres ensanglantées étaient collées contre la fente de la porte. Elle a commencé à réciter des prières de plus en plus fort.
Puis il a entendu une portière de voiture claquer. Son père et son frère venaient de rentrer. Un soulagement immense l'a envahi. L'homme a détourné son regard de la fente, puis s'est enfui. Mais ça était encore sous le choc. Elle a tout raconté à sa famille, qui lui a juré de ne plus jamais la laisser seule à la maison. L'homme s'est avéré être un criminel. Il observait les maisons pendant plusieurs jours avant de les cambrioler. Elle ne cesse de se demander ce qui se serait passé si elle avait ouvert la porte, ou si elle avait enlevé son foulard. Tout a commencé en janvier 2018. Dans la ville natale de Liam, il y avait une cour avec un panier de basket où beaucoup de gens venaient jouer pendant leur temps libre. En dehors de certaines plages horaires précises, l'endroit était vraiment calme. Et juste à côté du terrain se trouvait un lycée. Liam faisait partie de l'équipe de basket de son lycée en tant que joueur professionnel. Alors il s'entraînait sur ce terrain jour et nuit. Un jour, il était presque 19h et il s'entraînait seul, comme d'habitude. En raison de l'hiver, il faisait déjà relativement sombre dehors. Cela dit, il avait souvent continué jusqu'à 21h, donc ce n'était pas un souci pour lui. Il savait qu'il pouvait se défendre. Il était du genre grand gaillard avec un avantage physique évident. À un moment, son ballon de basket a roulé dans un petit buisson derrière le panier. Comme d'habitude, il est allé le récupérer. Mais cette fois, il a senti que le ballon était mouillé, et le liquide semblait tiède. Comme il n'avait pas plu ni neiger ce jour-là, ni la veille, il a d'abord pensé avec dégoût qu'il s'agissait d'urine. Mais étrangement, l'odeur était différente. Il a alors allumé la lampe torche de son téléphone, et il a vu du sang sur le sol. Et juste à côté de la tache, il y avait quelques balles de pistolet. Sur le coup, il est resté paralysé de peur. Mais en regardant autour de lui, il s'est vite rendu compte que personne n'était là. Il s'est marmonné à lui-même que les flics finiraient par s'en charger. Et il a continué son entraînement jusqu'à environ 22h. Entre-temps, il a aperçu une grosse camionnette avec les feux de route allumés, arrêtée à une vingtaine de mètres devant lui. Les phares étaient si puissants qu'il ne voyait pas qui se trouvait derrière le volant. À ce moment précis, il a entendu les portières s'ouvrir et se refermer. Il ne savait pas pourquoi, mais les balles et le sang qu'il avait vu un peu plus tôt lui sont brusquement revenus en tête. Puis il a entendu une voix. « Salut, tu viens souvent jouer ici ?» À cause des phares, il ne voyait toujours pas qui parlait. Il a saisi son ballon aussi vite que possible et a reculé pour mieux voir la silhouette à distance. L'inconnu a remarqué qu'il s'éloignait et il a déclaré être recruteur pour une équipe de la ligue de basket. Mais il n'était pas seul. Un autre homme l'accompagnait. Tous deux étaient de sa taille, voire plus imposants encore. Alors qu'il s'approchait, Liam a pris la fuite, courant pour sauver sa vie. Les deux hommes l'ont poursuivi. Et comme si ce n'était pas assez, il a vu en jetant un coup d'œil rapide derrière lui qu'ils tenaient chacun un couteau. Heureusement, il connaissait parfaitement les lieux et il a réussi à s'échapper en empruntant des raccourcis. Il a fini par rentrer chez lui sain et sauf. Cependant, cette nuit-là, les deux hommes n'ont cessé de hanter son esprit. Il n'a pas pu dormir pendant un bon moment. Aujourd'hui, près de 2 ans plus tard, il a grandi. Un jour, pour raviver quelques souvenirs, il est retourné sur ce fameux terrain de basket. Mais en arrivant, il a constaté qu'il n'y avait plus de panier. Plus tard, il a discuté avec d'anciens coéquipiers pour leur demander pourquoi le panier avait été enlevé. L'un d'eux lui a alors demandé « Tu n'es pas au courant ?» Il a répondu que non, curieux. Il n'avait vraiment aucune idée de ce qui s'était passé, car à cette époque, il vivait à 60 km de sa ville natale pour ses études, et il y passait la majorité de son temps. Il remarquait donc rarement les changements dans sa ville. Un autre ancien coéquipier lui a alors expliqué qu'on retrouvait souvent des armes et de la drogue dans les buissons. Liam a immédiatement repensé aux balles qu'il a découvertes 2 ans auparavant. Mais le plus glaçant, c'est ce qui a suivi. Son collègue lui a confié que des enfants et des adolescents qui jouaient là avaient disparu. Liam a demandé si la police a fini par les retrouver, mais son ami a secoué la tête. Et il a ajouté « Juste un seul, au bord d'une rivière, le corps complètement éventré. » Liam a frissonné en se remémorant ce qu'il a vécu 2 ans plus tôt. Son coéquipier lui a toutefois assuré que l'affaire avait été résolue et que les criminels étaient désormais en prison. C'est ainsi que son histoire se termine. Il sait qu'en dépit de la fermeture du terrain, cet endroit reste un lieu de tentation pour ce genre de personnes. Depuis, il n'a plus jamais joué au basket ailleurs que dans un gymnase, et toujours lorsqu'il y a du monde autour. C'est une histoire qu'un jeune garçon, Hugo, a réellement vécue. Hugo avait l'habitude de dormir les 2 bras étendus au-dessus de sa tête, comme s'il faisait un hurrah.
Un jour, alors qu'il dormait dans cette même position, il n'a soudainement plus pu bouger son corps. À côté de son lit, il y avait une grande fenêtre, et comme c'était l'été, il dormait fenêtres grandes ouvertes. Tout à coup, Hugo aperçut une femme à travers la fenêtre. Son visage avait l'air étrange, comme si elle n'était pas humaine. Cette femme au visage effrayant a attrapé violemment le bras d'Hugo. À cet instant, il a vu que sa bouche était presque fendue jusqu'aux oreilles. Elle a éclaté d'un rire terrifiant tout en tirant sur son bras. Et Hugo, qui se débattait, a fini par être libéré de sa paralysie du sommeil. Quand j'ai repris mes esprits, j'avais de grosses ecchymoses avec des marques de mains sur mes 2 bras. Il a raconté, traumatisé. Camille vivait à la campagne. Dans sa région, il y avait un réservoir assez connu. Un soir, alors qu'un ami de son père l'a ramené en voiture, ils sont justement passés près de ce réservoir. Soudain, une femme marchant doucement vers l'eau a attiré son regard. Elle n'a pas pu voir son visage, mais la femme portait des vêtements noirs, et elle a disparu dans l'eau en un clin d'œil. L'ami de son père, assis à côté d'elle, a également vu cette silhouette. Et à ce moment-là, aucun des deux n'a pu prononcer un mot. Il a alors appuyé sur l'accélérateur comme un fou. Arrivé à la maison, il a insisté pour vérifier que Camille rentrait bien chez elle. Et il a pris soin de lui dire de ne pas oublier de verrouiller la porte avant de se coucher. Peu de temps après, des équipes de télévision sont venues tourner une émission au réservoir avec des célébrités. En voyant certaines de ces stars tomber dans le réservoir pendant le tournage, Camille a ressenti un profond malaise. Elle n'a jamais su si ce qu'elle avait vu ce jour-là était une vraie personne ou un fantôme. Mais depuis cet incident, 4 personnes sont mortes chaque année dans ce réservoir. Quand Max était jeune, un terrible accident s'est produit. Un camarade de classe de l'une de ses grandes sœurs a glissé sur la glace en jouant et est mort d'une commotion cérébrale. Ce camarade s'appelait Billy. Quelques années plus tard, alors qu'ils étaient à la maison, sa mère a soudainement reparlé de Billy à sa sœur. « Et vous vous souvenez du garçon qui est mort d'une commotion ? Ton ami, Billy. » À ce moment précis, quelqu'un a frappé brusquement à leur porte d'entrée. L'appartement où vivait Max était un immeuble à couloir partagé, avec plusieurs appartements alignés, et les bruits de pas y résonnaient facilement. Pourtant, ce jour-là, il n'y avait aucun signe de passage, mais quelqu'un frappait bel et bien à leur porte. Max, sa mère et sa sœur sont restés figés, silencieux, sentant que quelque chose clochait. Les coups répétés ont continué, jusqu'à ce que sa mère demande enfin « Qui est-ce » De l'autre côté, une femme a répondu d'une voix sèche. « Est-ce que Billy est là ? Est-ce que Billy est là ?» « Non, il n'est pas ici » a répondu sa mère. Puis soudain, tout est devenu silencieux. Quand Max a regardé par le Judas, la femme avait disparu. Il n'avait même pas entendu le moindre bruit de pas. Et encore aujourd'hui, il se demande qui elle était réellement. C'est une histoire que Nolan a lue quelque part. Avez-vous déjà entendu parler du rêve lucide ? En gros, c'est un rêve dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut en étant conscient de rêver. Bref, c'est un rêve avec une conscience claire. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que certaines personnes peuvent littéralement envahir les rêves des autres apparemment. L'histoire commence là. Quelqu'un faisait un rêve lucide pendant son sommeil. Puis tout à coup, quelqu'un d'autre est apparu dans son rêve et lui a tiré dessus. C'était tellement réaliste qu'il a ressenti la douleur de la balle, avec beaucoup de sang qui s'écoulait. L'étranger s'est approché de lui, puis lui a demandé ceci. « Alors, ça fait quoi de mourir dans tes rêves ?» La grande sœur de Lina était de constitution fragile, donc elle faisait souvent des paralysies du sommeil. Elle rêvait aussi beaucoup, et un jour, elle a raconté à Lina le rêve le plus horrible qu'elle a fait. Dans son rêve, elle est allée dans un parc d'attractions, et elle est montée dans des montagnes russes avec son amie. Elles se sont assises toutes au fond, et dès que le wagon est monté à toute vitesse, les gens devant elle ont soudainement perdu la vie, sans aucune raison. La sœur de Lina et son amie ont eu très peur, et elles ont voulu descendre juste après la fin du tour. Mais le manège ne s'est pas arrêté, recommençant encore et encore. Et les gens continuaient de mourir sous leurs yeux. Puis est venu le tour de sa sœur de mourir. Mais soudain, elle a entendu l'horloge de la maison sonner 4 fois.
Il était en fait 4 heures du matin. Sauf que ça ne s'est pas fini là. Elle s'est retournée plusieurs fois dans son lit, puis elle s'est rendormie, pour refaire exactement le même rêve. Elle a paniqué. Soudain, un guide l'a attrapée par l'épaule et lui a soufflé à l'oreille. « Ne fuis pas, c'est ton tour maintenant. » Et les montagnes russes sont reparties. Son amie est tombée la première, se brisant le bras. Et juste avant que ce soit au tour de sa sœur, elle s'est miraculeusement réveillée. 2 jours plus tard, l'amie de sa sœur a appelé pour lui dire qu'elle s'était blessée au bras à l'école. Elle était dans une école d'art, et elle s'était gravement lacéré le bras avec un outil tranchant. Lina ne sait pas quel genre de rêve c'était, mais franchement, ça lui faisait vraiment peur. Il y a quelques années, en hiver, Maya a rangé sa frange en se regardant dans le miroir près de l'ascenseur après les cours. À ce moment-là, l'escalier se reflétait dans le miroir derrière elle. Après avoir ajusté sa frange pendant un bon moment, elle a jeté un coup d'œil aux escaliers dans le miroir. Puis elle a remarqué des pieds blancs au haut des marches. Mais quel idiot marche pieds nus par ce temps, elle a pensé. Et s'est demandé qui cela pouvait être, alors elle s'est retournée. Mais il n'y avait absolument personne. Son cœur s'est figé, et tout son corps est devenu raide de peur. Pensant qu'elle avait sûrement mal vu, elle a de nouveau regardé dans le miroir. Mais les pieds étaient toujours là, et ils étaient même descendus de quelques marches. Maya a eu la chair de poule. Elle a éclaté en sanglots et l'a détalé en hurlant. Depuis ce jour, elle n'ose plus jamais regarder dans un miroir lorsqu'elle est seule. À qui appartenaient ses pieds? Entre 1990 et 1991, Jade a travaillé comme serveuse à temps partiel pendant qu'elle poursuivait son diplôme en commerce. Bien qu'elle s'était liée d'amitié avec certains collègues, elle n'avait jamais vraiment aimé ce travail. Son salaire n'était que de 7 $ de l'heure, et chaque journée se déroulait de manière identique, sauf une. Une nuit est restée gravée en elle, et le restera jusqu'à son dernier souffle. Ce soir-là, un couple à l'apparence négligée est entré dans le restaurant en compagnie d'une adolescente. Jade les a installés à une table, et à peine assise, la jeune fille a fait tomber sa fourchette. En la ramassant, Jade lui a tendu. Mais au moment où la jeune fille l'a reprise, elle lui a attrapé la main d'une poigne ferme. Jade n'y a pas prêté attention et a poursuivi son service. Un peu plus tard, alors qu'elle passait à nouveau près de la table en allant chercher un plat, la jeune fille a encore fait tomber sa fourchette. Jade a cru à une coïncidence et la lui a rendue. Mais cette fois encore, la jeune fille a serré sa main, avec encore plus de force. Jade a continué son service, mais à chaque fois qu'elle est passée près de la table, la scène s'est répétée. À 2 autres reprises, la jeune fille a laissé tomber sa fourchette, et chaque fois en la récupérant, elle a serré la main de Jade encore plus fort. À ce moment-là, Jade a compris que ce n'était pas un hasard. Il se passait quelque chose d'étrange, mais sur le moment, elle n'a pas su quoi en penser. Un peu plus tard, le couple et la jeune fille ont terminé leur repas et sont partis. Jade s'est approchée de leur table pour la nettoyer. En soulevant une assiette, elle a découvert une serviette glissée en dessous. Il y avait un message écrit dessus. « Aidez-moi, appelez la police !» Son esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Cette fille avait-elle été enlevée? Essayait-elle de fuir ses ravisseurs? Qui étaient ces gens avec elle? Jade s'est sentie envahie par l'angoisse. Toute la semaine suivante, elle n'a pas cessé de penser à cette fille. Elle s'en est voulu de ne pas avoir compris plus tôt. Plus elle y réfléchissait, plus une impression troublante s'est imposée à elle. Cette fille lui était familière. Puis soudain, tout s'est éclairé. Elle l'avait déjà vue. Elle l'a reconnue comme étant Antoinette Caedito, une jeune fille portée disparue depuis des années. Son visage et son apparence correspondaient en tout point à sa description. Chaque soir, avant de s'endormir, Jade se remémorait cette rencontre. Elle n'a jamais cessé de se sentir coupable. Elle aurait dû comprendre les signaux de détresse. Elle aurait pu mettre fin à l'horreur que cette fille vivait. Elle aurait pu la ramener à sa famille. La mère d'Antoinette, Penny, est décédée en 1999 des suites de problèmes cardiaques et hépatiques. En y repensant, Jade a développé un terrible pressentiment. Sans trop savoir pourquoi, elle était convaincue que Penny avait joué un rôle majeur dans la disparition de sa propre fille. Elle l'avait probablement vendue. Dans toutes ses interviews, elle n'avait jamais semblé réellement inquiète pour Antoinette, comme si elle savait ce qui lui était arrivé. À chaque fois que Jade repense à cette histoire, elle est envahie par un profond malaise. À ce jour, personne ne sait où se trouve Antoinette. Cette affaire n'a jamais été résolue. Bien que les enquêteurs et Jade soient persuadés qu'elle est décédée depuis, elle est toujours officiellement portée disparue.
Jade espère de tout cœur qu'Antoinette a trouvé la paix et qu'elle n'a plus à endurer la souffrance d'une vie brisée. L'été dernier, en juillet, Kelly s'est rendue à San Diego pour un tournoi de softball. Elle avait loué un camping-car avec quelques amis pour leur séjour. Détail important pour la suite, elles allaient et venaient entre leur camping-car en trottinette. Le deuxième jour du tournoi, après son match, Kelly est retournée à son camping-car pour prendre une douche. Sans prévenir, un bruit sourd a retenti sur le mur droit, celui qui donnait sur l'extérieur. Elle n'y a pas prêté attention, pensant que son frère s'amusait à lui faire une blague. En sortant de la douche, elle a reçu un message d'une amie qui lui a demandé de la rejoindre en trottinette et d'apporter une batte de baseball pour jouer. Kelly a donc rassemblé ses affaires et est partie. Alors qu'elle roulait, elle a entendu une toux rauque, comme celle d'un fumeur, provenant des buissons. Surprise, elle s'est arrêtée à fixer l'endroit d'où venait le bruit. Un homme sale, d'âge moyen, a alors émergé des buissons avec un sourire inquiétant. Sans hésiter, elle a filé à toute vitesse sur sa trottinette, sans jamais regarder en arrière. Elle a fini par atteindre le camping-car de son ami, et ils ont commencé à jouer. À un moment donné, Kelly a frappé la balle, qui est partie en faute et a disparu dans les buissons. Elles l'ont cherchée pendant près d'une heure sans la retrouver, et ont fini par abandonner. Mais alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, la balle a roulé jusqu'à la cheville de Kelly. Et s'est retournée et l'a vue. C'était le même homme. Elles ont toutes les deux hurlé et se sont précipitées à l'intérieur du camping-car, avant de raconter ce qui s'était passé aux adultes. Malheureusement, personne ne les a crus, pensant qu'il s'agissait d'une blague. Plus tard, Kelly est retournée dans son camping-car avec sa famille, mais elle n'a pas pu s'empêcher de repenser à cet homme. Épuisée, elle a fini par s'endormir. Aux alentours de 2 heures du matin, elle s'est réveillée sans raison apparente et a essayé de se rendormir. Avant de continuer, il faut préciser qu'à l'avant de son lit se trouvait une petite fenêtre avec des rideaux fins. Elle a remarqué une lumière à l'extérieur et a écarté les rideaux pour voir. Ce qu'elle a découvert l'a terrifiée. L'homme des buissons était là, juste devant, en train de braquer une lampe torche sur sa fenêtre. Elle en était presque certaine, il l'avait vue. Parce qu'au moment où leurs regards se sont croisés, il s'est précipité sur la vitre, y a plaqué son visage et a commencé à la marteler de coups violents. Il émettait des bruits étranges en débitant des paroles incompréhensibles. Mais ce qu'il lui a dit ensuite lui glace encore le sang aujourd'hui. Il l'a fixé droit dans les yeux et s'est mis à hurler. « Il va t'attraper, il sait où tu es, et tu ne pourras pas lui échapper. » Encore et encore. Kelly a crié de toutes ses forces, réveillant ses parents et alertant les gardes du parc. Ses parents ont accouru dans la pièce pendant que les gardiens plaquaient l'homme au sol. La police a été appelée et l'homme a été arrêté. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'un prédateur sexuel, qu'il avait traqué tout au long de son séjour dans le parc de camping-car. À ce jour, Kelly se demande encore ce qui aurait pu arriver si elle ne s'était pas réveillée cette nuit-là. Elise ne pourra jamais oublier cette nuit. Elle avait 15 ans à l'époque et vivait dans une ville de taille moyenne, au nord-est du Maryland. Ce soir-là, elle rentrait chez elle après avoir passé du temps chez une amie. Son père conduisait. Il était tard et seuls les phares de leur voiture et les lampadaires éclairaient la route. Tout était calme. Ils vivaient en banlieue animée, mais ce soir-là, les rues étaient désertes. C'est pour ça que lorsqu'ils ont vu cette terrible scène, ils en ont été les seuls témoins. Alors qu'ils approchaient d'un rond-point, une silhouette est apparue au loin. Ils ont cru qu'il s'agissait d'abord d'un oiseau, mais c'était bien trop grand. Et surtout, ça avait une silhouette humaine. Rien de ce qu'ils connaissaient ne ressemblait à ça. Puis, d'un coup, ça a déployé ses ailes et ça s'est envolé. En quittant le rond-point, Elise a fini par tourner la tête vers son père et lui a demandé « Tu as vu ça? Ou c'est moi qui hallucine ?» Il n'a rien répondu. Mais dans son regard, elle a vu quelque chose qu'elle ne lui connaissait pas. Une peur muette. Un choc qu'il n'arrivait pas à exprimer. Une fois arrivés, ils ont raconté ce qu'ils avaient vu à son frère. Il a ri et a haussé les épaules, comme si c'était une blague. Mais Elise n'a pas pu dormir cette nuit-là. L'image de cette chose revenait sans cesse. 1 an plus tard, tout a pris sens. Un soir, son père et elle sont tombés sur une chaîne YouTube qui parlait de créatures surnaturelles et de théories étranges. Une vidéo en particulier a attiré leur attention, et en la regardant, ils ont compris. Ils pensent savoir ce qu'ils ont vu cette nuit-là. Le Mothman, l'homme papillon. Il y avait eu des témoignages à travers le monde,
mais jamais dans leur vie. Alors pourquoi étaient-ils là? Pourquoi eux? Elise y pense encore aujourd'hui. Et ce qui la terrifie le plus, ce n'est pas de l'avoir vu, c'est de savoir qu'il est peut-être encore là. Kayla a eu une enfance assez difficile, pour le dire simplement. Sa mère était négligente et son père était absent. Cependant, elle a une tante à laquelle elle est très attachée. Et elle a l'impression que c'est plus une mère pour elle que sa propre mère. Après avoir obtenu son diplôme, Kayla emménageait chez sa tante, qui lui avait gentiment proposé de l'héberger. Ça tombait à merveille, car l'endroit où elle a trouvé du travail se trouvait à seulement 5 minutes de chez sa tante, ce qui rendait l'opportunité difficile à refuser. L'appartement se trouvait dans un quartier vraiment agréable. C'était une communauté de seniors, il faut bien l'admettre, mais c'était bien entretenu et les voisins étaient gentils. L'appartement de sa tante n'était pas immense, mais il n'était pas non plus minuscule. Il y avait un étage et un sous-sol, mais seulement 2 chambres. Celle de Kayla était toute petite, mais elle était parfaite pour elle, car elle est assez minimaliste. Cependant, dans sa chambre, se trouvait une fenêtre donnant sur l'extérieur, fenêtre qui allait devenir le centre de ses préoccupations. C'est là que l'histoire commence vraiment. Au début, elle n'a pas vraiment remarqué quoi que ce soit d'étrange. De temps en temps, elle entendait des bruits de grattement contre les fenêtres ou des sifflements, mais elle pensait que c'était probablement dû aux arbres proches de la fenêtre. Elle se disait aussi que ça pouvait être des bruits normaux de la maison ou de l'extérieur, auxquels elle n'était pas encore habituée. Pendant un certain temps, elle n'y a pas trop prêté attention. Après tout, elle travaillait de nuit, donc quand elle rentrait à aller se coucher, il faisait jour et elle s'endormait au son des oiseaux qui gazouillaient. Mais pendant ses jours de congé, ou les jours où elle voulait dormir un peu plus avant le travail, elle entendait tous ces sifflements et ces grattements constants contre la fenêtre. Elle a essayé de ne pas devenir paranoïaque, mais les choses ont empiré. Elle avait quelques plantes près de sa fenêtre, ce qui rendait un peu difficile de voir au-delà. Une nuit, les grattements ont recommencé, et la curiosité la poussait à vouloir enfin lever le mystère sur leur origine. Elle s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé dehors, intriguée par ce qu'elle allait découvrir. Il faisait si sombre qu'elle n'a pas vu grand-chose au début, mais à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle a aperçu la silhouette d'une personne, et se tenait là, à siffler. Kayla a trouvé ça étrange, vraiment étrange. Il était peut-être 2 ou 3 heures du matin. La plupart des gens étaient endormis. Pourtant, cette personne était dehors, à siffler. Ça n'expliquait pas les grattements cependant, jusqu'à ce qu'elle remarque la personne avancer devant chacune des fenêtres à tour de rôle, grattant contre elle avec ses ongles et tapotant parfois les vitres, probablement pour attirer l'attention des habitants. La plupart des gens auraient probablement paniqué à ce moment-là, mais pour une raison quelconque, Kayla n'avait pas vraiment peur. Certes, cette personne était étrange et semblait vouloir faire peur aux gens, mais elle se sentait en sécurité à l'intérieur. Mais par précaution, elle a tout de même sorti son téléphone pour appeler la police, tout en observant la personne, prête à leur décrire son apparence. C'était probablement la lumière de son téléphone qui a alerté l'homme. Car oui, elle a pu voir que c'était un homme. Mais il s'est tourné vers elle et a commencé à courir en direction de sa fenêtre. Elle est restée calme, continuant à expliquer la situation à la police. Mais l'expression de l'homme était choquante. Elle ne pouvait la décrire que comme dérangée. Alors qu'il frappait violemment sa fenêtre, elle n'a fait que regarder. Il n'arrêtait pas de lui donner des coups, tentant de briser la vitre, ou au moins de l'effrayer en frappant sans arrêt. Kayla a levé les yeux au ciel et a dit au policier qu'il frappait maintenant à sa fenêtre. Il lui a répondu que de l'aide arriverait bientôt. Elle en a profité pour réfléchir à depuis quand elle entendait ces bruits. Depuis plusieurs mois au moins. Ça n'avait pas commencé immédiatement après son arrivée, mais environ 2 mois après. Cet homme faisait donc son étrange rituel depuis au moins 4 ou 5 mois, voire plus. Elle ne comprenait pas comment personne n'avait remarqué ou appelé la police avant elle. Ou peut-être l'avait-il fait, elle ne savait pas. L'homme continuait à frapper la fenêtre, mais Kayla était tellement perdue dans ses pensées qu'elle ne le regardait même plus. Et s'est retournée quand elle a remarqué qu'il tenait un pistolet, qu'il frappait maintenant contre sa fenêtre. Son sentiment de sécurité s'est aussitôt évaporé. Elle a essayé de se rassurer en se disant qu'il n'était peut-être pas chargé, qu'il faisait ça juste pour l'impressionner. Mais elle n'arrivait pas à s'en convaincre, et elle avait désormais très peur. Le policier au téléphone a dû entendre son souffle coupé, car elle lui a demandé ce qu'elle voyait, et elle lui a immédiatement dit que l'homme était armé, et qu'il essayait maintenant de briser la fenêtre avec son arme. Le policier lui a conseillé de se cacher dans la salle de bain si elle le pouvait, ce qu'elle a fait. Le bruit avait réveillé sa tante, et lui a expliqué frénétiquement la situation, tandis qu'elles se cachaient ensemble dans la salle de bain. L'attente de l'arrivée de la police a été insupportable, mais finalement, Kayla a entendu les sirènes à l'extérieur, et un soupir de soulagement lui a échappé.
Il y a eu une grosse agitation, suivie d'un coup de feu, puis des cris. Ça a duré environ 5 minutes avant de se calmer. Une fois que tout s'est apaisé et que l'agent au téléphone lui a dit qu'elle pouvait sortir, elle a été accueillie par une scène choquante. L'homme qu'elle avait vu, il était en vie, mais son corps était perforé d'une balle. Probablement parce qu'il avait tenté de tirer sur les policiers. N'ayant pas le choix, ils avaient riposté. L'homme était inconscient, et les policiers l'ont fouillé. Ce qu'ils ont trouvé sur lui était terrifiant. L'homme avait un carnet avec les détails de chaque personne vivant dans le quartier noté dedans. Des informations sur leur apparence, leur âge présumé, et pourquoi il pensait qu'elle ferait de bonnes cibles. La théorie de Kayla que cet homme cherchait à juste les effrayer était complètement fausse. Cet homme cherchait en fait une victime à assassiner. Il avait aussi d'autres armes sur lui, et il était bien mieux bâti que ce qu'il n'y paraissait. Il était musclé. Pendant que la police expliquait ce qu'ils avaient trouvé dans le journal, Kayla a pu apercevoir les notes qui la concernaient. C'était répugnant. Il la pensait beaucoup plus jeune qu'elle ne l'était. Il lui avait donné seulement 17 ou 18 ans, alors qu'elle avait la vingtaine. Il l'a décrite comme mignonne et faible, une cible facile à éliminer. Ça l'a rendu malade de penser qu'il avait traqué tout le monde, et qu'il était prêt à passer à l'acte à tout moment. C'était grâce à elle qu'il avait été arrêté, de justesse. Que serait-il arrivé si elle n'avait pas appelé la police? Les policiers ont confirmé que d'autres habitants avaient en effet déjà porté plainte. Mais à chaque fois qu'ils arrivaient, l'homme était introuvable. Il l'avait probablement sous-estimé, et c'était pour ça qu'il avait tenté de rentrer chez elle. Aussi effrayant que ça a été, Kayla essaye de se concentrer sur le bon côté des choses. Elle avait sauvé la vie de quelqu'un, ou du moins, empêché quelqu'un d'avoir à vivre la même expérience qu'elle. Elle a jeté un dernier coup d'œil plus attentif à l'homme alors qu'il était poussé dans la voiture de police, pour voir si elle le reconnaissait, et la réalisation l'a soudain frappée. C'était l'un des hommes qui, pendant la journée, se baladait autour des maisons en promenant son chien. Il semblait inoffensif et concentré sur son animal, et donnait même l'air d'être assez sympathique. Qui aurait cru que la nuit, il terrorisait les habitants du quartier, à la recherche d'une victime pour lui faire subir Dieu savait quoi. Kayla est toujours en contact avec la police. Elle a déjà raconté les faits exacts, et pourrait même devoir témoigner au tribunal, bien qu'elle ne sache pas encore pour quelles accusations. Elle espère que le carnet constituera des preuves suffisantes concernant les intentions du criminel. Carnet qu'elle ne pourra jamais effacer de sa mémoire. À quel point il était détaillé, et comment il avait un plan pour éliminer chaque personne de la liste. Kay se souvient toujours de cette soirée où tout a basculé. Il avait environ 7 ans à l'époque, et se promenait avec sa mère et une amie à elle alors que le soleil commençait à se coucher. Après une longue marche, ils ont décidé qu'il était temps de rentrer. Le soleil n'a pas tardé à disparaître complètement, plongeant la rue dans l'obscurité. Alors qu'ils avançaient sur le trottoir, Kay, pris d'une soudaine impulsion, a décidé de marcher devant sa mère et son amie. Il ne savait pas vraiment pourquoi il l'a fait, peut-être pour se sentir un peu plus indépendant. Peu après s'être éloigné, il a entendu une porte claquer violemment contre un mur. Il s'est retourné juste à temps pour voir un homme sortir d'une maison et s'engager sur le même trottoir que lui. Au début, il n'y a pas prêté attention, mais au bout d'un moment, il a remarqué que l'homme le suivait. Son esprit d'enfant a commencé à imaginer toutes sortes de scénarios effrayants. Une vague de peur l'a envahi, et il s'est retourné pour voir si l'homme était toujours là. Il l'était. L'homme, qui avait des cheveux bouclés, une moustache, un pull étrange et de vieilles lunettes, a croisé son regard. Mais au lieu de détourner les yeux ou de changer de direction, il a continué à s'approcher. Le cœur de Kay s'est emballé. Il a alors pris la décision de traverser la rue pour rejoindre l'autre trottoir. Mais à peine a-t-il mis le pied sur l'asphalte qu'il a entendu des pas résonner derrière lui. L'homme a traversé aussi. Kay a senti une sueur froide couler dans son dos. Une fois sur le trottoir opposé, il a jeté un coup d'œil discret en arrière et a vu l'homme balayer la rue du regard, comme s'il vérifiait si quelqu'un les observait. Puis, il a recommencé à marcher dans sa direction, plus rapidement cette fois. Kay a alors aperçu sa mère, toujours sur l'autre trottoir, et il a compris que c'était sa seule chance. Il s'était lancé en courant vers elle. Lorsqu'il s'est retourné une dernière fois, il a vu l'homme s'arrêter brusquement. Son visage affichait une expression déformée par la colère, et ses yeux le fixaient avec une intensité dérangeante. Puis, sans prévenir, l'homme s'est mis à courir dans la direction opposée. Quelques secondes plus tard, Kay a de nouveau entendu une porte claquer. Une fois rentré à la maison, il a tout raconté à sa mère. Elle n'a pas eu de réaction, et il s'est demandé si elle l'avait seulement cru. Ce n'est que bien plus tard qu'il a compris qu'elle l'avait cru dès le début, mais qu'elle avait simplement voulu éviter de l'effrayer davantage. Des années plus tard, poussé par la curiosité, Kay est retourné devant la maison d'où l'homme était sorti cette nuit-là.
Il a frappé à la porte et un vieux couple lui a ouvert. Pris au dépourvu, il a prétexté une erreur et s'est éloigné. Ce n'est pas la dernière fois qu'il a entendu parler de cet homme. Avec ses amis, il a aperçu un jour un véhicule qui lui a semblé étrangement familier. Intrigués, ils se sont approchés un jour où la voiture était vide et ont jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'ils ont découvert leur a glacé le sang. Les sièges arrière avaient été arrachés, laissant place à un espace vide rempli d'outils, des scies, des marteaux et d'autres objets dont ils ne voulaient même pas imaginer l'usage. Kay n'avait plus aucun doute. Cet homme n'avait pas eu de bonnes intentions cette nuit-là. Et parfois, il se demande encore ce qui se serait passé s'il n'avait pas couru vers sa mère. Mais il préfère ne pas connaître la réponse. Cette histoire s'est passée il y a 17 ans, lorsque Jamie avait 10 ans et vivait encore aux Philippines. Sa grand-mère, Jolina, possédait une ferme où elle élevait de nombreux animaux. À cette époque, il était proche de ses 4 cousins, Pablo, Teresita, Arturo et Joséphine. Chacun d'eux avait des tâches précises à accomplir. Jamie s'occupait des poules et des vaches dans la grange, tandis que les autres prenaient soin des moutons, des bœufs et des chiens. Quant à leur grand-mère, elle se chargeait de récolter les fruits et les légumes. Le premier événement étrange s'est produit lorsqu'Arturo avait 9 ans. Un soir vers 21h, leur grand-mère lui a demandé d'aller chercher des betteraves. Il est sorti, mais n'est revenu qu'1 heure et demie plus tard. Lorsqu'il est rentré les mains vides, Jolina lui a demandé où étaient les betteraves. Arturo l'a simplement regardé, l'air perdu. « Je ne sais pas de quoi tu parles », il a répondu. Il lui a expliqué qu'il n'avait jamais quitté la cour. Il était juste allé aux toilettes extérieures, puis il était resté dehors à jouer avec leurs 2 chiens. Mais alors, qui était sorti après la demande de Jolina? L'incident suivant est arrivé à Teresita. Ce soir-là, vers 19h, elle était sortie pour nourrir les chiens. Elle est revenue 1 heure et demie plus tard, mais quelque chose clochait. Elle n'avait pas avec elle le récipient vide dans lequel elle apportait habituellement la nourriture. Un peu plus tard, Jolina a entendu des rires provenir de la chambre de Teresita. Intriguée, elle s'est approchée et lui a demandé « Pourquoi viens-tu seulement de rentrer ?» Mais Teresita a froncé les sourcils, lui disant qu'elle n'avait pas quitté sa chambre depuis 18h. Jolina, convaincue qu'elle lui mentait, l'a grondée. Mais alors, qui avait-elle vu dehors? Puis, ce fut au tour de Pablo. Ce jour-là, il n'a pas quitté sa chambre une seule fois. Jolina lui avait même laissé des repas devant sa porte, et à chaque fois qu'elle revenait, les assiettes étaient vides. Et c'était donc dit qu'il était simplement resté enfermé toute la journée. Mais vers 17h, la porte d'entrée s'est ouverte. « Salut, je reviens tout juste du champ. Ça m'a pris du temps pour tout récolter. » a lancé Pablo, les bras chargés d'un tas de blé, de carottes et de pommes de terre. Toute la famille est restée figée, le fixant avec stupeur. Jolina s'est précipitée vers sa chambre, a ouvert la porte d'un geste brusque, pour trouver la pièce vide. Mais alors, qui avait mangé la nourriture toute la journée? Après ces événements troublants, Jolina a pris une décision. « On s'en va », elle a dit. Peu de temps après, ils ont vendu la maison et quitté les lieux. Avant de partir, ils ont demandé aux voisins s'ils connaissaient l'histoire de la maison. Ce qu'ils ont appris leur a donné des frissons. Beaucoup de gens se sont pendus au grand arbre qui se tenait là avant la construction de la maison, ont raconté les voisins. Et les anciens propriétaires ont déjà signalé avoir vu des doppelgangers. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Ce qu'ils avaient vu n'était pas de simples hallucinations. Ce n'étaient pas non plus leurs véritables proches. C'étaient des doppelgangers. Ça fait un moment qu'Angie n'est plus lycéenne, mais cet événement l'a marquée à jamais. Il est survenu lorsqu'elle était encore au lycée, un jour où quelque chose de vraiment étrange s'est produit dans son école. Ce matin-là, tout se déroulait normalement jusqu'au 3e cours de la journée. Soudainement, 2 filles de terminale ont surgi dans la salle, en pleurs, complètement paniquées. Entre 2 sanglots, elles ont raconté à la prof qu'une de leurs camarades avait tenté de les étrangler dans les toilettes des filles. Sans perdre une seconde, la prof s'est précipitée vers les toilettes pour comprendre la situation. Mais en arrivant, elle a découvert que la fille accusée était déjà retournée en classe. L'endroit était dans le chaos le plus total. Des livres et des stylos traînaient partout. Ses camarades, terrifiés, ont quitté la pièce, refusant d'y remettre les pieds. Mais le plus troublant restait à venir. Pendant ce temps, Angie et ses amis sont restés dans leur salle, pensant être à l'abri. Pourtant, la curiosité a fini par les gagner, et ils ont discrètement jeté un coup d'œil dans le couloir pour voir ce qui se passait. Et ne s'attendaient pas à assister à quelque chose d'aussi perturbant. Les enseignants, en arrivant devant la classe de la jeune fille,
ont découvert qu'elle s'était enfermée à l'intérieur et refusait d'ouvrir la porte. Inquiets pour sa sécurité, ils ont contacté sa mère, qui leur a alors révélé une chose inquiétante. Sa fille souffrait de troubles mentaux. Elle leur a promis d'arriver au plus vite pour la récupérer. L'attente a semblé interminable. Chaque minute a paru durer une éternité, rendant l'atmosphère encore plus pesante. Puis enfin, les profs ont réussi à forcer la porte. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur les a glacés d'effroi. La jeune fille était assise sur le sol, parfaitement calme, comme si de rien n'était. Mais ce qui les a terrifiés, c'était ce qui se trouvait derrière elle. Tous les bureaux de la classe avaient été empilés les uns sur les autres, formant une tour impressionnante. Ce n'était pas de simples pupitres, c'étaient de lourds bureaux en bois massif, si pesants qu'il fallait normalement 3 personnes pour les déplacer. Comment avait-elle pu accomplir cela toute seule? Sa mère est finalement arrivée. L'adolescente n'a pas dit un mot. On l'a immédiatement conduite à l'hôpital, où les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'un trouble cérébral provoquant des hallucinations et des comportements erratiques. C'était une révélation bouleversante, qui a permis de mieux comprendre les événements de cette journée. Mais même après toutes ces années, Angie n'a jamais pu oublier cette histoire. Elle se demande encore comment une fille aussi frêle a pu démontrer une force aussi surnaturelle et accomplir un acte aussi terrifiant. Ça lui a fait prendre conscience que l'esprit humain renferme encore bien des mystères, et que certaines horreurs peuvent surgir de l'intérieur même d'une personne. Et plus que tout, elle ne peut s'empêcher d'éprouver de la reconnaissance envers son amie, car ce jour-là, elle avait eu une soudaine envie d'aller aux toilettes, et lui avait proposé de venir avec elle pour discuter un peu. Mais son amie a insisté pour qu'elles attendent la prochaine pause. Sans le savoir, cette simple décision l'a peut-être sauvée d'une rencontre avec cet élève troublé. L'homme qui a vécu cette expérience, c'est l'oncle de Raphaël. Alors qu'ils discutaient avec un ami, ils ont réalisé quelque chose de troublant. Ils avaient tous les deux vécu le même événement étrange, des années auparavant. À l'époque, lorsque son oncle était encore jeune, il était berger et passait ses journées à faire paître ses moutons dans les montagnes du village. Ce travail durait du midi jusqu'au matin suivant, l'obligeant à passer les nuits en pleine nature, entouré de son troupeau. Un soir, alors qu'il gardait les moutons, la fatigue l'a emporté et il s'est endormi. Au milieu de la nuit, il s'est réveillé en sursaut et a vu une créature se tenir devant lui. Elle avait une tête de bouc, mais un corps humain. Elle était nue et ses pieds étaient des sabots. Sur le moment, il a cru être en plein cauchemar ou victime d'une hallucination. Mais la créature ne s'est pas volatilisée. Elle marchait comme un homme et le fixait intensément. Pris de panique, il s'est précipité sur son fusil et a tiré plusieurs fois sur l'étrange silhouette. L'homme bouc a alors reculé et s'est éloigné dans l'obscurité. Lorsqu'il a raconté cette histoire, son ami est resté sans voix, complètement abasourdi. Il avait du mal à y croire, car lui aussi avait vu une créature similaire, des années plus tôt. Un jour, alors qu'il gardait lui aussi des moutons sur cette montagne, il s'était endormi. À l'aube, juste avant le lever du soleil, il s'était réveillé et avait découvert une silhouette à ses côtés. C'était la même chose, un être au corps d'humain, mais à la tête de bouc. Cependant, contrairement à ce qui s'était passé avec l'oncle de Raphaël, la créature n'avait montré aucun signe d'agressivité. Elle s'était simplement tenue là, à ses côtés, et avait prononcé des mots incompréhensibles, dans une langue qui n'était pas humaine. Puis, sans un bruit, elle s'était éloignée. Le plus troublant dans tout cela, c'était que les deux hommes avaient vu la même chose, au même endroit, à des années d'intervalle. Ils étaient catégoriques, ce n'était pas une illusion. Tous deux avaient croisé le regard de l'homme bouc, vu ses yeux briller dans l'obscurité, et pu observer les mouvements de sa langue et de sa bouche. Ce souvenir, gravé à jamais dans leur esprit, leur rappelait que certaines choses dans ces montagnes échappaient à toute explication. Cette histoire concerne l'expérience du grand-père de Nathaniel, qui est décédé depuis plusieurs années. Après son décès à l'hôpital, sa famille avait ramené son corps à la maison et l'avait installé dans sa chambre. Sa grand-mère voulait encore passer un peu de temps auprès de lui avant de lui dire adieu. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. 2 jours plus tard, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte et son grand-père en est sorti en rampant, demandant de l'eau. Littéralement, sa grand-mère et toutes ses tantes se sont évanouies sur le champ. Seuls ses oncles et sa mère sont restés à peine conscients. Quant à Nathaniel, il était trop jeune à l'époque pour comprendre la portée de ce qui se passait. Alors il s'est simplement contenté d'observer cette scène irréelle.
Après avoir apporté de l'eau à son grand-père, il lui a massé tout le corps. Ce jour-là, la maison a sombré dans le chaos. Quelques mois plus tard, il est retourné chez ses grands-parents. Son grand-père était tellement plein de vie qu'il avait du mal à croire que cet homme avait un jour été déclaré mort. Un jour, alors qu'ils mangeaient une glace ensemble, son grand-père lui a raconté une histoire. Le jour de son décès, il s'était réveillé à l'hôpital et avait vu tout le monde en pleurs. Il leur avait demandé pourquoi il pleurait, mais personne ne lui avait répondu. Perplexe, il était resté debout, jusqu'à ce qu'un homme en costume noir l'appelle depuis l'extérieur de la chambre. Sans trop réfléchir, il l'avait suivi, ressentant davantage une profonde tristesse qu'une quelconque peur. Les sanglots derrière lui avaient peu à peu diminué, et alors qu'il marchait aux côtés de cet homme, il avait aperçu son village natal. À ses pieds coulait une rivière qu'il n'avait jamais vue auparavant, une rivière d'un rouge profond, si intense qu'un frisson lui avait parcouru le dos. L'homme en noir avançait sur l'eau et lui avait ordonné de le suivre rapidement. Lorsqu'il avait posé le pied sur la rivière, il s'était rendu compte qu'il marchait lui aussi à sa surface. Après avoir traversé, il avait aperçu une longue bâtisse en bois noir, isolée au-delà d'une plaine désolée. Au moment où il allait franchir la porte, une femme vêtue de noir était sortie précipitamment et l'avait repoussé en déclarant « Non, vous avez pris la mauvaise personne !» Puis elle avait ajouté d'un ton grave « Si tu veux vivre encore 3 ans, pars maintenant et ignore tous ceux que tu rencontreras. Ne te retourne pas, suis simplement l'animal à 4 pattes. » Et sans un mot de plus, elle avait disparu à l'intérieur, accompagnée de l'homme en noir. Dérouté, son grand-père avait rebroussé chemin. En cours de route, il avait vu l'un de ses amis décédé depuis plusieurs années. Ce dernier lui avait fait signe d'approcher, mais il s'était souvenu des paroles de la femme et l'avait ignoré. Même lorsque son ami s'était mis à le maudire, il n'avait pas flanché. Sur son chemin, il avait croisé d'autres visages familiers, mais il les avait tous ignorés et avait continué sa marche. Quand il était enfin arrivé à la rivière, un pont était apparu, un pont qui n'était pas là auparavant. Et c'est à ce moment-là qu'il avait vu sa fille, celle qui était morte de fièvre lorsqu'elle était enfant, et se tenait devant le pont. Il n'avait pas pu l'ignorer. Il s'était approché et avait tendu la main comme pour qu'il la prenne. Au moment où il allait l'attraper, une force l'avait violemment tiré en arrière. En baissant les yeux, il avait vu un chien blanc, celui qu'il avait élevé dans sa jeunesse, accroché à son pantalon, le mordant et tirant frénétiquement, comme pour l'empêcher d'attraper cette main. C'était comme si l'animal lui disait de traverser le pont immédiatement. Il avait alors reculé précipitamment, et c'est à cet instant que la fille s'était jetée sur lui. Sa bouche s'était déchirée jusqu'aux oreilles, et s'était mise à répéter d'une voix inhumaine « Je vais t'attraper, je vais t'emmener avec moi !» Et courait vers lui, une corde à la main. La peur lui avait glacé le sang. Il s'était élancé vers le pont, tandis que le chien aboyait férocement, tenant la créature à distance. Dès qu'il avait posé le pied sur l'autre rive, cette chose s'était évaporée dans un cri strident, et le chien continuait de grogner, comme pour lui intimer de ne pas s'arrêter. Lorsqu'il s'était enfin retourné, tout avait disparu. La rivière, le pont, le village, même le chien. Tout autour de lui était devenu d'un blanc immaculé. C'est alors qu'il avait ouvert les yeux et s'était retrouvé allongé dans son lit. Plus tard, il avait raconté son histoire à ses amis du village. L'un d'eux, un vieil homme, lui avait rapporté ce qu'un chaman lui avait un jour expliqué. Il existerait un esprit chargé d'emmener les morts ayant trouvé une fin violente. Et d'après lui, ce qu'avait vu son grand-père ressemblait exactement à ce type d'entité. Quand ces esprits n'ont pas d'endroit où aller, ils emmènent les morts avec eux pour bâtir leur propre demeure dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, après cet événement, son grand-père avait vécu paisiblement pendant 3 ans, comme l'avait annoncé la femme en noir. Puis un jour, alors qu'il faisait une sieste, il s'en était allé, exactement à la même date que son premier décès, 3 ans plus tôt. Depuis, Nathaniel n'a pas cessé de repenser à son grand-père et à l'expression de solitude qu'il affichait en lui racontant cette histoire. Son grand-père n'était pas du genre à croire aux fantômes. De son vivant, il prenait toujours soin de couper les mauvaises herbes autour des tombes abandonnées et laissait des offrandes de nourriture et de boissons aux sépultures sans nom qui croisaient sur son chemin. Bien sûr, tout cela restait son expérience personnelle. Nathaniel se souvient de ce que son grand-père lui avait dit à la fin de son récit. Tu peux prendre ça comme une simple histoire. Mais malgré tout, Nathaniel était persuadé qu'il avait trouvé le chemin du paradis, et il ne peut s'empêcher de penser à quel point son grand-père lui manque. Cette histoire nous vient de Léo. Il ne l'a pas vécue directement. C'est une expérience que sa petite amie Anna et ses amis ont vécue. Léo vit dans l'état de Rondônia, au Brésil. Un dimanche matin, il est allé à l'église.
Anna avait dormi chez une amie la veille, et elles se rendaient à l'église ensemble. Elles ont décidé de prendre un itinéraire différent pour cette fois, mais en chemin, elles ont vu quelque chose qu'elles ne pourront jamais oublier. Elles ont vu 3 hommes en train de traîner à sans-abri. Il était couvert de sang, et il le conduisait vers un pick-up. Anna, qui se trouvait à l'avant, a baissé la vitre et leur a crié d'arrêter. Tous se sont tournés vers elle et ont essayé de lui expliquer que l'homme avait volé quelque chose à une femme. Mais il n'y avait aucune femme aux alentours, et rien n'était éparpillé au sol. Aucun indice ne permettait de croire à un vol. Alors qu'elles allaient repartir, une scène choquante s'est produite. Un autre homme est arrivé avec une machette et a attaqué le sans-abri. L'ami qui conduisait a démarré en trombe pour s'éloigner. Elles ont appelé la police, qui leur a demandé l'emplacement exact pour pouvoir intervenir, mais n'étaient pas sûres de l'endroit. Elles ont donc fait demi-tour pour repérer le lieu et essayer de noter la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé. En s'approchant, elles n'ont vu que le pick-up s'éloigner, et le sans-abri gisant au sol, encore en vie. Elles allaient s'approcher de lui, mais un homme à moto est arrivé à côté de leur voiture, et une fois encore, a tenté d'expliquer que le sans-abri avait volé quelqu'un. Elles ont abandonné et sont allées à l'église. D'autres personnes de l'église se sont rendues sur place et ont vu un sans-abri assis, avec quelques personnes à ses côtés en train de l'aider. Quand Léo en a parlé avec Anna, une pensée l'a traversée. Qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas pris ce chemin-là? Et si elle n'avait pas crié d'arrêter? Où serait ce sans-abri aujourd'hui? Léo croit sincèrement qu'elles ont été utilisées par Dieu pour sauver la vie de cet homme. Un soir, la mère d'Elias rentrait chez elle en bus. À un moment donné, une femme assise non loin d'elle s'est mise à fixer son ventre. Elle était enceinte à l'époque, et la femme s'était approchée de beaucoup trop près. La jeune fille assise à côté d'elle avait elle aussi senti quelque chose d'étrange, et lui avait demandé si elle voulait changer de place. Au fil du trajet, la femme n'a jamais détourné les yeux, continuant à fixer intensément son ventre. C'est là que la mère d'Elias s'était souvenue d'une superstition. Si quelqu'un n'a pas de philtrum, cette petite fossette entre le nez et la lèvre supérieure, il y avait de grandes chances que ce ne soit pas un être humain. Dans son pays, on parlait d'une créature appelée le Wak-Wak, qui raffolait des bébés. On disait qu'elle prenait forme humaine le jour, mais devenait un monstre la nuit, capable même de se transformer en oiseau. Ces créatures apparaissaient souvent pendant les festivals, distribuaient de la nourriture aux gens. Mais il ne fallait surtout jamais accepter de manger ce qu'elle donnait. La mère d'Elias tenait cette histoire de sa grand-mère. Là où elles avaient grandi, c'était quelque chose de bien réel. Jusqu'à ce qu'elle descende du bus, la femme n'avait pas cessé de la fixer. Une fois sur le trottoir, la mère d'Elias avait pris le soin de changer d'itinéraire, mais la femme avait continué à la suivre. Elle avait accéléré le pas en direction d'un endroit plus fréquenté et avait tenté de faire du stop. Par chance, un homme s'est arrêté et lui a proposé de la ramener. Elle a accepté sans hésiter, puis a couru jusqu'à la maison. Son père, le grand-père d'Elias, l'attendait devant la porte. Dès qu'il l'a vue, il l'a soulevée dans ses bras et l'a précipitamment emmenée à l'intérieur. Quand elle lui a demandé pourquoi, il lui a expliqué qu'il avait vu un grand oiseau derrière elle, et qu'il savait que c'était cette créature. Rien de dangereux ne leur était arrivé au final, mais après cet événement, la mère d'Elias avait souvent entendu frapper à la fenêtre pendant la nuit. Et un jour, une amie du quartier était venue lui rendre visite. Elle lui avait raconté qu'elle avait vu une femme étrange à la fenêtre de sa maison, une femme qui n'avait pas de philtrum. Et la mère d'Elias avait compris, c'était la même femme, la même que celle qui l'avait suivie. Mia avait 13 ans quand cet incident terrifiant s'est produit. Elle vivait alors au 7e étage d'un immeuble. Ce jour-là, elle était rentrée de l'école avec son grand frère. Lorsqu'ils sont arrivés à l'immeuble, ils ont voulu prendre l'ascenseur, mais il ne fonctionnait pas. « Prenons les escaliers », a dit son frère. Mia a acquiescé et il s'est mise à courir devant elle, atteignant le 7e étage en premier. Mia en revanche a pris son temps, et une fois arrivée au 4e étage, elle a soudainement entendu le bruit sec et régulier de talons hauts qui résonnaient en contrebas. Elle a pensé qu'il s'agissait de sa voisine du 4e, et s'est donc arrêtée, prête à la saluer. Mais les bruits se rapprochaient, marche après marche, sans que personne n'apparaisse. Un malaise étrange lui a parcouru l'échine. Finalement, elle a renoncé à attendre et a filé à l'étage supérieur. Ce soir-là, Mia s'est couchée tôt. Peu après minuit, elle s'est réveillée en sursaut, trempée de sueur. Déconcertée, elle s'est essuyée le front. Elle a pensé que ce n'était peut-être que la chaleur, et s'est levée pour entrouvrir la fenêtre, puis s'est recouchée. Mais peu de temps après,
et s'est réveillée à nouveau, encore trempée. Quelque chose clochait. Elle a essayé de se tourner, mais n'a pas pu bouger. Une panique brutale s'est emparée d'elle. Son corps était figé, bloqué. Une peur étouffante lui a comprimé la poitrine. Elle ne voulait pas ouvrir les yeux, mais une force invisible l'y a poussée. Et c'est là qu'elle l'a vue. Une silhouette sombre se tenait dans un coin de sa chambre. Mia a voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Et soudain, l'ombre s'est jetée sur elle. Elle s'est débattue, désespérée de pouvoir bouger, mais elle était complètement piégée. Son esprit s'est emballé, paralysé du sommeil. Elle avait vu des vidéos à ce sujet sur YouTube. Il fallait essayer de bouger les pieds pour s'en sortir. Elle a rassemblé toute sa volonté dans ses orteils. Soudain, son corps s'est réveillé d'un coup. Elle a couru jusqu'à la chambre de ses parents, a secoué sa mère et, en larmes, lui a tout raconté. Sa mère l'a prise dans ses bras et a murmuré des prières pour l'apaiser. Le lendemain matin, Mia s'est réveillée vidée. Mais ce qu'elle a entendu au petit déjeuner lui a glacé le sang. Sa voisine du 4e étage avait été retrouvée morte. Personne ne savait comment elle était décédée. On l'avait découverte vêtue d'une robe rouge et de talons hauts rouges. Mais ce n'était pas tout. Son chat aussi avait été retrouvé mort, inerte dans la salle de bain. Un frisson a parcouru Mia. Cette nuit-là, elle s'est couchée en essayant de se débarrasser de ce malaise. Mais encore une fois, elle s'est réveillée en pleine nuit, incapable de bouger. Et cette fois, elle n'a pas vu qu'une ombre. Elle était là. Une femme en robe rouge se tenait au pied de son lit, tenant un chat sans vie dans ses bras. Son visage était d'une pâleur fantomatique, et le chat, son chat, était couvert de sang. La poitrine de Mia s'est resserrée sous l'effet de la terreur. Elle a fermé les yeux avec force et s'est mise à prier, répétant les paroles en boucle dans sa tête. Quand elle a enfin rouvert les yeux, la femme avait disparu. Le lendemain matin, Mia n'a rien dit à ses parents. Ils auraient pensé que ce n'était qu'un cauchemar. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'en était pas un. Pourquoi cela lui était-il arrivé? Et pourquoi sa voisine décédée était-elle venue dans sa chambre? Ethan est un grand fan de la chaîne, et il veut partager une histoire que son père lui avait racontée quand il était plus jeune. Son père, à 16 ans, a travaillé dans un ranch perdu à la campagne. Son travail consistait à rassembler les chevaux qui s'enfuyaient souvent au fond des montagnes. Il a toujours utilisé sa propre jument, Angèle, pour les rattraper. D'après lui, Angèle était une jument drôle, presque comme un chien, très joueuse et affectueuse. De temps en temps, quand les chevaux allaient encore plus loin que d'habitude, il passait devant une vieille cabane abandonnée, qui semblait en ruine depuis des années. À chaque passage, les poils de sa nuque se hérissaient, et une sensation étrange l'envahissait. Angèle aussi devenait nerveuse, et se mettait à renacler et à ruer dès qu'elle apercevait la maison, elle qui était d'habitude si calme. Un jour, alors qu'il était en ville, il a vu un autre homme qui travaillait aussi au ranch depuis quelques années. Il a commencé à discuter avec lui pendant le déjeuner. Comme ce gars connaissait bien la région, le père d'Ethan lui a demandé « C'est quoi l'histoire avec cette baraque flippante là-haut » À ce moment-là, le visage de l'homme est passé d'un sourire détendu à un rictus inquiétant. « Tu veux vraiment savoir, gamin ?» lui a-t-il lancé. Le père d'Ethan a dit oui, et l'homme a commencé à raconter. Dans les années 1950, un homme vivait dans cette maison. Il s'appelait Frédéric Bill, mais tout le monde l'appelait simplement Bill. Il ne voulait pas vivre près de la civilisation, alors il a construit cette maison de ses propres mains, au cœur des montagnes, et y a vécu pendant des années. Chaque été, Bill descendait en ville. Les gens l'attendaient toujours avec impatience, car il venait refaire ses provisions, puis repartait chez lui dans la montagne. Ce n'était pas un homme méchant, au contraire. Il était très gentil, et c'est pour ça que les habitants appréciaient toujours ses visites. En été, il se nourrissait avec ses provisions achetées en ville. Mais en hiver, comme la neige l'empêchait de sortir, il chassait lui-même dans les environs pour se nourrir. Un été, les habitants ont remarqué qu'il n'était pas venu. L'inquiétude a commencé à monter. Au bout de quelques semaines, comme il ne donnait toujours aucun signe de vie, le shérif et quelques adjoints sont partis à cheval pour aller voir ce qui s'était passé. En arrivant sur place, ils ont tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. La forêt était bien trop silencieuse. Quand ils sont arrivés devant la maison de Bill, tout était barricadé, et une odeur infecte flottait dans l'air. Ils ont fini par forcer la porte et sont entrés dans le salon. Là, leurs visages se sont figés. Le corps en décomposition de Bill était étendu au sol, avec une balle dans la tête et un revolver dans la main. C'était clair, il avait mis fin à ses jours. Mais pourquoi? Ils ont fouillé un peu partout, espérant trouver une explication. Finalement, dans la poche intérieure de son manteau, ils ont trouvé un mot froissé. L'écriture était bancale, presque illisible. Mais en insistant,
ils ont réussi à le lire. Le mot disait « Aidez-moi, mon Dieu, je suis devenu aveugle ». La nouvelle a choqué tout le monde. Bill avait perdu la vue, et sachant qu'il ne pourrait ni redescendre en ville ni survivre seul dans la forêt, il avait préféré mettre fin à ses jours plutôt que de mourir de faim. Depuis qu'il a entendu cette histoire, le père d'Ethan a juré qu'à chaque fois qu'il était repassé devant cette maison, il a eu l'impression que quelqu'un l'observait. Pour situer un peu le cadre de cette histoire, la famille de Liam vit en face d'un commissariat, dans un petit village. Tout est très proche. À seulement 3 maisons de là, il y a une supérette. C'était un vendredi, le 14 juillet 2023. Liam était assis dans le salon. Sa mère regardait la télé, sa grand-mère était au téléphone, et lui était sur son iPad, quand sa mère s'est soudain levée d'un bond en entendant un bruit et a regardé par la fenêtre du séjour. Liam n'a pas réagi tout de suite, pensant que ce n'était rien. Elle a dit qu'elle a vu 2 hommes. L'un avait l'air d'avoir la quarantaine, l'autre la trentaine, qui couraient dans la rue en hurlant, complètement saouls. Le plus âgé portait des vêtements noirs de la tête aux pieds, tandis que l'autre était en survêtement gris clair. À peine 5 secondes après que sa mère s'est rassise, ils ont entendu un boum. Elle est allée dans l'entrée et a vu l'homme en survêtement se jeter contre la porte d'entrée. Liam, sa mère et sa grand-mère ont tous crié et se sont précipités vers la porte. Liam et sa grand-mère l'ont maintenue fermée, pendant que sa mère appelait la police. Liam tremblait. Il entendait l'homme leur crier de sortir, les injuriant au passage, tout en essayant de briser la porte à coups de pied. Sa mère a réussi à joindre la police et leur a expliqué ce qui se passait. On pouvait entendre l'homme en noir tenter de calmer son ami. Finalement, les 2 hommes sont partis. La mère de Liam est montée à l'étage pour regarder par la petite fenêtre de la salle de bain, pour voir où ils étaient allés. Elle les a vus forcer la porte d'une maison voisine et la mettre à sac. Liam est monté lui aussi à regarder par la fenêtre de sa chambre. Il a vu l'homme qui avait attaqué leur porte ressortir de la maison, accompagné de celui qui essayait de le raisonner. Tous les 2 tenaient des bouteilles d'alcool à la main, puis sont montés dans une BMW noire. La voiture a démarré, a fait demi-tour, puis s'est garée, juste devant chez eux. Liam a dévalé les escaliers et a maintenu la porte fermée à nouveau. Il a vu l'homme en noir courir dans la supérette à côté de leur maison, attraper quelque chose, puis revenir en courant pour remonter dans la voiture. La police n'est jamais venue. Ce qui rend l'histoire encore plus effrayante, c'est que la mère de Liam a une tumeur au cerveau. Si ces hommes étaient entrés et l'avaient bousculée, elle aurait pu mourir. Sa grand-mère, elle, venait tout juste de subir une opération du genou. Elle aussi aurait pu être grièvement blessée, voire pire. En repensant à un détail, Liam s'est senti soulagé. Ce matin-là, il était tombé et s'était écorché les genoux, ce qui l'avait empêché d'aller faire un tour à la supérette. Sinon, il aurait pu croiser l'homme au moment exact où celui-ci tentait de forcer la porte. Il frissonne encore aujourd'hui en imaginant ce qui aurait pu se passer si la porte n'avait pas été verrouillée. Il est soulagé que toute la famille était à l'intérieur. Il est reconnaissant d'avoir eu du crédit sur son téléphone, ce qui a permis à sa mère d'appeler la police. Cette histoire nous vient d'Adrien, et ce qui va nous raconter lui est réellement arrivé. L'histoire remonte à ses 8 ans. Ce jour-là, ses parents organisaient un déjeuner à la maison, et Adrien jouait dans le jardin avec ses amis, pendant que le père de l'un d'eux les surveillait. L'ambiance était légère, insouciante, jusqu'à ce qu'une voiture de police s'arrête devant la maison. Une policière en est sortie, s'est approchée et a demandé s'ils avaient vu un homme grand, entièrement vêtu de noir, rôder dans le quartier. Les enfants se sont figés, intrigués et un peu effrayés. Le père de l'ami a répondu qu'il n'avait rien vu, et les policiers ont repris leur patrouille. Les jeux s'étaient arrêtés net. Poussés par une peur diffuse, ils ont tous décidé de rentrer. La maison d'Adrien donnait sur une autre rue à l'arrière. Alors les invités sont partis par là, un à un, pour rentrer chez eux. Sa famille, elle, est restée à l'intérieur, à observer par la fenêtre, curieuse et inquiète. Et c'est là qu'ils l'ont vu. L'homme en noir s'est glissé hors des buissons, juste en face, comme une ombre rampante. Son père a pris plusieurs photos à travers la vitre et les a envoyées à des amis vivant 5 rues plus loin, là où les policiers semblaient concentrer leurs recherches. Les amis ont montré les images aux agents, qui ont aussitôt redirigé leur surveillance vers la rue d'en face. Pendant ce temps, Adrien, avec l'innocence désarmante de ses 8 ans, a eu une idée. Il a ouvert la porte pour mieux voir. L'homme portait un chapeau baissé sur le visage, et Adrien s'est dit que, s'il ne pouvait pas voir ses yeux, l'homme ne le verrait pas non plus. Mais à cet instant précis,
L'inconnu a retiré son chapeau et l'a regardé droit dans les yeux. Adrien est resté pétrifié. L'homme a commencé à marcher vers lui, puis s'est mis à courir. Et en courant, il a plongé la main dans sa poche, comme s'il allait en sortir quelque chose. Un objet, une arme peut-être. Le cœur d'Adrien battait à tout rompre. Il n'arrivait pas à bouger, paralysé par la panique. Juste au moment où l'homme allait monter les marches du perron, ses parents l'ont vu debout dans l'embrasure de la porte. La police a trouvé l'homme peu après et l'a arrêté. Aujourd'hui encore, Adrien garde un souvenir indélébile de cette journée. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il serait advenu si ses parents n'avaient pas réagi à temps. Cette histoire nous vient de Leila. Elle se souvient encore parfaitement de ce qui s'était passé cette nuit-là. À l'université, elle avait pris l'habitude de se lever très tôt, souvent vers 3 heures du matin, pour réviser. Elle avait l'impression que son cerveau retenait mieux les choses à cette heure-là. Ce jour-là, elle avait eu un examen. Et quand elle était rentrée chez elle vers 21 heures, elle était à la fois épuisée et affamée. Elle avait prévu de dormir tôt pour se lever de nouveau dans la nuit et préparer l'épreuve du lendemain. Mais en arrivant, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus grand-chose à manger chez elle, ce qui l'a rendue un peu amère. Plutôt que de manger, elle a perdu son temps à faire défiler des vidéos sur son téléphone. Elle n'a pas vu l'heure passer, et quand elle a enfin levé les yeux de l'écran, il était déjà 23 heures. Sa batterie était presque vide, et elle a dû faire un choix. Charger son téléphone ou l'utiliser comme réveil. La prise de courant la plus proche était dans le salon, loin de sa chambre. Si elle le mettait à charger là-bas, elle risquait de ne pas entendre l'alarme. Finalement, elle a opté pour un compromis. Elle a réglé son alarme sur 2 heures du matin, assez tôt pour éviter que la batterie ne se vide entièrement. Quand l'alarme a sonné à 2 heures, Leila a ouvert les yeux. Elle a immédiatement remarqué que la porte de sa chambre était grande ouverte. Sur le coup, elle s'est dit que sa mère avait dû venir la voir en passant, comme elle le faisait parfois, et qu'elle avait oublié de refermer la porte. Mais quelque chose n'allait pas. Sa mère n'aurait jamais laissé la porte ouverte. Et cette petite négligence, qui aurait pu être anodine, l'a soudainement mise très mal à l'aise. Allongée sur son lit, elle a fixé un coin sombre de la pièce. À travers la moustiquaire suspendue au-dessus d'elle, tout paraissait plus obscur encore. Elle ne distinguait plus vraiment les formes. Après 1 ou 2 minutes d'immobilité, elle s'est décidée à se lever. Elle a repoussé la moustiquaire, et c'est là que quelqu'un est apparu derrière la porte. Une silhouette s'est redressée. Cette personne était restée accroupie là, à l'abri des regards, à attendre qu'elle bouge. Leila est restée figée par la peur. Puis elle a crié et s'est précipitée vers la sortie. Mais au moment exact où elle a franchi la porte, l'homme a aussi essayé de sortir. Ils se sont retrouvés face à face, nez à nez. C'était un inconnu total. L'homme a simplement porté un doigt à ses lèvres pour lui faire signe de se taire. Puis s'est enfui, courant vers la cuisine avant de sortir de la maison. Leila, paniquée, a frappé à la porte de sa mère en hurlant. Quand elle lui a ouvert, Leila s'est effondrée, en pleurs, répétant qu'un homme se trouvait dans sa chambre. Elle l'a supplié de ne pas sortir, persuadée qu'il pouvait encore rôder dans la maison. Elles ont crié par la fenêtre pour alerter les voisins. Par chance, l'un d'eux rentrait chez lui à ce moment-là. Il a accouru, a réveillé les autres et a demandé de l'aide. Plus tard, en fouillant la maison, ils ont pensé à un cambriolage. Le sac d'école de Leila était posé sur la table de la cuisine, son contenu éparpillé partout. Ce détail l'a glacée, parce qu'elle se souvenait très clairement d'avoir laissé son sac dans sa chambre, pas dans la cuisine. Alors, pourquoi l'inconnu y était-il retourné? Leila n'a jamais cessé d'y penser. Et si elle avait mis son alarme à 3 heures, comme d'habitude? Et si elle avait décidé de charger son téléphone dans le salon? Elle ne se serait pas réveillée. Que se serait-il passé dans ce cas? Elle s'est toujours dit qu'elle avait eu de la chance ce jour-là. Ils n'ont jamais retrouvé l'homme. Et après l'université, Leila a déménagé dans une grande ville. Elle n'a plus jamais remis les pieds dans cette maison. Mais elle n'a jamais oublié non plus. Soyez prudents, disait-elle toujours. Ovi avait environ 12 ans lorsque cette histoire lui est arrivée. À l'époque, il habitait dans une ville éloignée de sa famille élargie, qui comprenait ses grands-parents, son oncle, sa tante et ses cousins. Il ne leur rendait visite que 2 fois par an, une fois en été et une autre pour Diwali, une fête indienne en octobre. Son grand-père possédait une grande maison, qu'il avait achetée avec sa grand-mère grâce à toutes leurs économies, et se trouvait tout au bout d'une rue bordée de maisons des 2 côtés. Environ 4 ou 5 maisons de là, juste à côté d'un parc,
se trouvait un manoir abandonné, connu pour sa mauvaise réputation parmi les habitants du quartier. Des oiseaux morts y ont souvent été retrouvés, et un jour, le chat d'un de leurs voisins a été découvert sans vie à l'intérieur. Pour ne rien arranger, des autocollants de dessins animés recouvraient tout le rez-de-chaussée et le portail du manoir. Ils avaient un aspect étrange, presque comme s'ils pleuraient. Ovi et 4 de ses cousins, remplis d'adrénaline, ont décidé de partir explorer cette maison. Les 2 fils aînés de son oncle et de sa tante, qui avaient à peu près le même âge que lui, ont choisi d'y entrer en premier. Une fois à l'intérieur, ils devaient les contacter, Ovi et les plus jeunes, via les talkie-walkie pour leur dire qu'il n'y avait aucun danger. Le plan a donc été lancé. Les 2 cousins ont fini leur dîner et sont sortis, pendant qu'Ovi et les autres étaient encore à table. Environ 10 minutes plus tard, ils ont entendu la voix d'un de leurs cousins dans le talkie-walkie. Il leur disait qu'il n'y avait rien à craindre et qu'ils pouvaient venir. Ils ont pris leur lampe torche et leur talkie, et ont discrètement quitté la maison pendant que les adultes étaient occupés, avant de courir jusqu'au manoir. En arrivant devant, ils ont été mal à l'aise en voyant ces autocollants, mais ont décidé d'entrer malgré tout. Une fois à l'intérieur, ils ont entendu les voix de leurs cousins venant de l'étage, qui leur demandaient de les rejoindre. Déjà terrifiés, ils ont crié qu'ils ne monteraient pas, qu'ils rentraient à la maison et qu'il ferait mieux d'en faire autant. Puis ils sont partis. Mais en rentrant, un choc les attendait. Leurs 2 cousins étaient là, en train de manger des glaces tranquillement. Ovi et Berluet leur a demandé comment ils avaient fait pour rentrer avant eux. Les 2 garçons ont eu l'air confus, puis ont raconté ce qui s'était réellement passé. Et là, frisson garanti, ils n'étaient jamais allés au manoir. Maman a entendu votre plan et nous a dit de ne pas y aller, et nous a envoyé acheter des glaces pour vous remonter le moral si jamais vous étiez déçus, a expliqué l'un d'eux. Ils n'avaient même pas pris leur talkie-walkie avec eux. Alors, qu'est-ce qu'Ovi et les autres avaient entendu, à travers le talkie-walkie et dans la maison? Ils ont tout raconté à leur mère, qui ont eu l'air très inquiètes. Elles leur ont alors parlé de l'histoire du manoir. Une famille de 4 personnes y avait vécu autrefois. Un homme, sa femme et les parents de celui-ci. Si le rez-de-chaussée et le portail étaient couverts d'autocollants de dessins animés, c'était pour amuser les enfants, car la famille donnait des cours pour la petite enfance, un genre de garderie. Un jour, la famille a décidé de déménager dans une ville plus grande, car l'homme avait reçu une meilleure offre d'emploi. Mais alors qu'ils quittaient la ville, ils ont eu un terrible accident. Aucun d'eux n'avait survécu. Depuis, le manoir est resté abandonné. Les proches se disputaient sa succession. À ce moment-là, Ovi et ses cousins ont commencé à trembler. Et durant la semaine qui a suivi, ils ont tous eu de petits accidents ou se sont blessés. Le vélo qu'Ovi utilisait depuis des années a soudainement perdu ses freins, et il s'est blessé au bras, une marque qu'il garde encore aujourd'hui. Sa grand-mère les a alors emmenés voir un prêtre, qui leur a donné des fils à nouer autour du poignet et à réciter des prières. Heureusement, plus rien de mauvais ne leur est arrivé après cela. Aujourd'hui, le manoir est en cours de rénovation. Mais à chaque fois qu'Ovi passe devant, il ne peut s'empêcher de penser. Et si ce jour-là, ils avaient écouté les voix et étaient montés à l'étage, seraient-ils toujours en vie ?